S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes et bienvenue pour notre 60e épisode du podcast. Vous nous le demandez depuis des mois, alors accrochez-vous puisqu'on reçoit la mitraillette, le baroudeur ou autre guide du routard, l'inimitable Stéphane Robert. Steph revient sur sa professionnalisation au sein de l'académie Mouratoglou et des rencontres décisives qu'il a pu y faire pour la suite de sa carrière. Il nous explique avec franchise ses nombreux cycles sur le circuit puisqu'il est souvent monté haut et vite pour redescendre assez loin avant de se reconstruire et de revenir encore plus fort. Notre invité nous débriefe sa carrière scindée en deux parties, vous allez le voir, à cause d'une maladie contractée au Brésil. Steph Robert nous parle à sa manière de la sacro-sainte barrière du top 100. Il s'est battu pour y accéder et nous raconte ce que ça lui a procuré. Il nous livre avec franchise ses travers, ses débuts donc, en tant que baroudeur du circuit avec des programmations douteuses. Revient pour nous sur son match mythique contre Berdych à Roland-Garros en 2011 devant une foule en folie. Steph nous parle aussi de Benoît Paire, il nous dit ce que ça fait de jouer contre lui ou encore contre Richard Gasquet. C'est un voyage au cœur d'une carrière mouvementée et d'une vie pour le moins atypique que je vous propose aujourd'hui. Sachez aujourd'hui également que l'on sort notre 3e masterclass d'une heure avec Jean-Philippe Vaillant qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Ce nouveau cours se divise en 8 parties. On a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un cours de tennis en fonction de ta personnalité. À l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient le mieux. Jean-Philippe nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le fameux bon état d'esprit, celui d'un joueur dit en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état second de pilotage automatique où tout déroule. Notre expert mental nous donne des rituels puissants d'avant-match qui marchent pour avoir confiance, ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est un nouveau cours passionnant auquel vous avez accès au format audio et vidéo, et je vous ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour vous abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous. Si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Place à la première partie de notre 60e épisode avec Stéphane Robert. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, j'ai fait une présentation sur toi, Steph. Je me suis amusé parce que, putain, il y a du lourd. Ouais. C'est les montagnes russes. N'hésite pas à me dire s'il y a des trucs à modifier dans la présentation. Et puis ensuite, on peut enchaîner avec les questions. Et puis voilà. C'est bon pour toi ? Ouais. Allez, go. Alors, elle est un poil longue, mais elle est à l'image de ta carrière. Tu m'en voudras pas. Alors, Steph Robert, t'es né le 17 mai 1980 à Montargis. J'ai donc regardé. Montargis, c'est à 1h22 au sud de Paris. Je sais pas si tout le monde situe bien, donc je préférais le dire. Tu mesures 1m85 pour 77 kg. Ton papa était mécanicien, ta maman secrétaire, t'as un frère Fabien qui était aussi sur le circuit et qui est maintenant entraîneur. T'as commencé le tennis à 8 ans. T'es joueur de tennis pro depuis 2001. Ta surface préférée est la terre, ton coup le plus solide, le revers. T'étais moins 30 à 21 ans. Tu gagnes le crit et décides de te lancer sur le circuit. Tu intègres l'académie Mouratoglou et rencontres ton futur coach d'un temps, Ronan Lafay, avec lequel tu as fait plusieurs va-et-vient. Tu gagnes ton premier futur à Tel Aviv début 2002. Fin novembre aux Canaries, tu perds un match contre un certain Rafael Nadal qui a 16 ans. 2 ans plus tard, en 2004, tu es 164 mondial. Tu joues Houston sur le circuit principal. Tu es wildcard à Roland et perds contre Zabaleta. Puis tu te sépares de ton coach, plonges au classement, t'es 500e en 2005, pars faire des matchs par équipe à l'étranger pour gagner un peu d'argent. En 2006, tu remontes 250e. Après un bon début de saison 2007, tu apprends que tu souffres d'une hépatite A, qui est une maladie infectieuse du foie. Tu es éloigné des cours pendant 15 mois. N'ayant pas effectué ta demande dans les délais du règlement ATP, tu n'as plus de classement et repars de zéro pour une seconde carrière. Pour ton premier tournoi de reprise, un futur aux Pays-Bas, tu sors des qualifs et vas jusqu'en finale. En 6 mois, tu es 366e avec 2 titres et 3 finales en futur. En 2010, tu te révèles, tes tableaux à Chennai et l'Open d'Australie où tu passes ton premier tour en Grand Chelem contre Starace. Tu perds ensuite contre Montañez après avoir mené 2-7-0. En février, tu es 100e mondial, pile. Tu vas à Johannesburg en Afrique du Sud pour un 250. Et après une pluie de forfaits, tu es tête de série numéro 8.
tu passes tes 2 premiers tours, puis tu bats Dustin Brown, te voilà en demi, tu bats Ferrer, tête de série 2, 18e mondial. Lopez finit par te stopper en finale. Tu passes 67e le 20 février et 61e la semaine suivante en t'envoyant le challenger de Tanger contre Dolgopolov en finale. Et on fire à ce moment-là. Pourtant, à partir de Monte-Carlo, t'enchaînes 7 premiers tours. En 2011, tu joues surtout en challenger cette année-là avec 35 victoires pour 20 défaites. T'enregistres ta plus grosse prise contre Berdych à Roland. 9-7 au 5e. À ce jour, ta seule victoire sur un top 10. En 2012 et 2013, tu joues essentiellement sur le circuit secondaire. Tu perds au 2e tour à Wim contre Paire. En 2014, t'envoies un exploit dont tu as le secret. 8e de finale à l'Open d'Australie en étant lucky loser. Tu perds seulement contre Murray, 4e mondial en 4-7. Fait marquant cette année-là, tu deviens avec Jess Outagalung, un joueur hollandais, la 3e paire de l'histoire à gagner un tournoi en double, en étant lucky loser à Barcelone, suite au forfait des frères Bryan. Vous sortez Fonini Melzer en demi et Nestor Zimonjic en finale. La 2e paire de l'histoire à avoir réussi cet exploit, c'était Clément Grosjean en 2000 à Casablanca. Puis je crois que tu te blesses à une jambe après, c'est ça, non? À Roland-Garros. J'ai la suite en 2016, où tu sors des qualifs à nouveau en Australie. Tu fais 3e tour après avoir sorti Ram 7-5 au 5e, 2 jours avant. J'étais dans les tribunes et je t'ai vu et j'ai cramé en te regardant contre Gaël. Le premier set avait été incroyable. Tu gagnes 6-2 et après 3-7 pour mon fils. Puis tu fais 2e tour à Rome contre Djoko, un des matchs les plus fous que j'ai vu de ma vie. T'as envoyé coup gagnant sur coup gagnant. Et là, tu perds, mais avec un niveau de monstre. T'es wildcard à Roland et sort Anderson, tête de série 20. Tu perds contre Zverev au 2e tour. Tu réintègres le top 100 en mai, alors que tu étais 558e un an avant. En octobre, tu obtiens ton meilleur classement, 50e à l'ATP, en gagnant Delhi, puis 2 finales en Challenger. J'ai vu que les joueurs que tu admirais le plus étaient Agassi et Kuerten. T'es fan de Dostoïevski. T'es surnommé le guide du routard sur le circuit parce que t'es un des rares joueurs à prendre le temps de découvrir les environs quand tu te rends sur un tournoi. Si tu n'avais pas été joueur, tu te serais bien vu coach. D'ailleurs, tu es en semi-retraite. Ça veut dire quoi précisément, semi-retraite? En fait, je m'occupe d'une joueuse et d'un joueur actuellement. Et je n'ai pas annoncé que je suis en retraite parce que ça peut m'arriver éventuellement quand j'ai la possibilité d'aller jouer un petit tournoi par-ci par-là. Globalement, je peux dire que je suis en retraite si je veux. Mais bon, vu que je ne sais pas et que quand j'ai une opportunité, je vais jouer un tournoi. Toi, là, j'étais à Indian Wells avec ma joueuse et j'ai eu la possibilité de jouer les qualifs. Donc, je les ai joués. Maintenant, c'est un petit peu aléatoire tout ça parce que j'aurais pu ne pas jouer, mais bon, j'ai eu cette chance-là. Maintenant, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus compliqué, sans parler du virus. Mais bon, avec un joueur, une joueuse, c'est compliqué de pouvoir continuer à jouer. Mais bon, je ne ferme pas la porte à jouer encore de temps en temps, mais ce sera vraiment sur des petits tournois. Là, c'était sur un challenger, sinon ce sera sur des futurs, éventuellement. Mais c'est possible que je ne rejoue pas du tout. J'en sais rien du tout en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire d'efforts pour revenir jouer à top niveau, ça c'est sûr. Ta fiche ATP indique que tu habites à Malte, c'est toujours le cas? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit ajouter à ta carrière sportive, Steph? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, rien de spécial. Non, tout est OK. Là, Après, la seule chose, et c'est quelque chose qui est évolutif, j'ai dit que ma surface préférée, c'était la terre battue. À mes débuts, sur la fin, là, sur les dernières années, c'est un petit peu moins vrai. Encore moins sur les 3-4 dernières années. Jusqu'à 2016, on va dire que la terre battue, j'adorais, et après, ça s'est compliqué. Mais c'est pas une histoire de. En fait, c'est pas que c'est plus ma surface préférée, mais c'est une surface de plus en plus exigeante. Donc, je joue beaucoup moins qu'avant parce que c'est plus dur physiquement, ça demande plus de préparation et c'est plus simple pour moi de jouer sur dur. Mais bon, c'est rien, c'est un détail, c'est rien. Est-ce que tu peux nous préciser comment tu es arrivé au tennis? Moi, j'ai commencé le tennis à 8 ans, je jouais au foot. J'avais commencé le foot à 5 ans et mon frère joue au tennis, lui. Et donc, c'est un petit peu pour ça. Il s'entraînait avec mon père, il tapait la balle avec mon père là, dans notre village. Et moi, je revenais des fois après le foot et je venais taper la balle avec eux. Je faisais du mur, j'attendais que mon frère ait fini de jouer sa petite heure avec mon père et je venais taper la balle avec eux après. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé dans un petit club dans le village de mes parents et ensuite je suis allé dans un plus grand club à côté et ensuite je suis allé à Montargis, au club principal de Montargis. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et quelle a été ta progression au classement français? Alors au classement, je suis passé de non classé à 30. C'était un classement qui était un petit peu poussé pour les jeunes. Souvent, c'était pas vraiment la réalité. Mais bon, bref, je suis passé de 30. Donc j'ai fait 30-30. Ensuite, j'ai fait 15-3, 15-1, 5-6, 2-6, 0. Après, à 0, je suis monté à -2. Je suis resté 3 années à -2. Et ensuite, j'ai fait -2, -30, numéro 30.
numéro 30 en septembre 2001 après avoir gagné le Critérium. Et donc jusqu'à 21 ans, tu faisais quoi? Tu faisais des études ou comment j'ai fait 3 années d'études en STAPS. J'ai eu mon bac normalement dans un lycée à Montargis. Et ensuite, je suis parti en fac à l'Université d'Orléans en STAPS. J'ai fait 3 années. J'ai fait mes 3 années et ensuite, j'étais à l'époque, ça s'appelait encore la licence, la 3e année que je faisais. Et j'étais un peu, j'étais pas à l'aise. Je commençais à tourner un petit peu en rond et surtout, j'ai commencé à avoir des bons résultats. Après ma première année, entre -2, -30, où j'ai accumulé beaucoup de victoires, à -30, j'ai continué à avoir quelques bonnes victoires et c'est là que l'idée m'est venue au mois de mars de me dire tiens, je vais peut-être tenter ma chance sur le circuit. Avant ça, tu croyais pas? Ah non, avant ça, c'était pas prévu du tout. Mais bon, en même temps, quand je suis -2, en 2000, je suis -2, voilà, je suis loin du compte, donc ça peut pas m'effleurer l'esprit. Quand je fais -2, -30, après, là, peut-être que je me mets à y croire. Et après, à partir du mois de mars, je me rappelle, j'ai une ou deux bonnes victoires. Je commençais à m'ennuyer un petit peu à la fac. Et d'un seul coup, ça a commencé à prendre forme dans mon esprit de tenter ma chance. Un rapide break pour te rappeler de nous mettre un like et de t'abonner à la chaîne avant de te faire la malle. Sache aussi qu'on a enregistré 4 secrets de statisticiens avec Fabs Barreau qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. C'est une manière de te faire découvrir gratuitement les cours en ligne qu'on conçoit pour te faire progresser. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour enfin cerner qui tu es sur un cours de tennis. Et tu peux par ailleurs récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a donc coaché 13 top 100, je te le disais en intro. C'est juste en dessous en description. J'avais battu, à l'époque, je me rappelle, j'avais battu en match universitaire, j'avais battu Leslie Demidiani, qui était à peu près 500e mondial à l'époque, qui était promotion. Et donc, je l'avais battu et j'avais regardé un peu ses résultats. Je me suis dit, tiens, lui, dis donc, il est sur le circuit, il a quelques bons joueurs. J'avais vu qu'il avait accroché des joueurs un peu plus forts devant, qui étaient 200-300. Je me suis dit, tiens, ça, c'est pas mal. Et en fait, non, là, en plus, je te dis une bêtise parce que je confonds. en fait, ce joueur, je l'avais battu, mais l'année d'avant. Je l'avais battu au championnat de France universitaire. En fait, il m'avait battu, après, il m'avait rebattu l'année d'après en match universitaire, je crois. Mais en tout cas, je l'avais battu une année et l'année d'après, je l'avais rejoué. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, si un gars comme lui peut arriver à accrocher des joueurs, peut-être que je peux tenter ma chance. C'était pas un rêve de me dire, voilà, je vais devenir pro. Je suis devenu pro parce que je voyais que j'avais le niveau, j'avais un classement, mais c'était pas dans ma tête. Après, il y a aussi le fait que dans ma génération, l'année 80, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient bien classés. Il y avait Michael Laudra, il y avait Julien Jean-Pierre, Nicolas De Wilder, Jérôme Henel, Olivier Patience. Et tous ces joueurs-là, ils étaient devant moi et je m'étais dit, j'avais leur niveau quand j'avais 15-16 ans. Après, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des pépins physiques à 16-17 ans. Et donc, j'ai pris du retard. Et à un moment, quand je suis remonté à -30, je me suis dit, les gars, ils sont en promotion en première série. Peut-être que je peux les rattraper. Voilà, c'était un petit peu ça, mon moteur aussi. T'as eu quoi comme pépin physique à ce moment-là, dans ta jeunesse? J'ai eu un problème de genou à 16 ans, Losgut-Schletter, la maladie de peu de croissance. J'ai eu une hernie discale à 18 ans et ensuite j'ai eu une pubalgie. Donc ça m'a bloqué pas mal. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment stagné entre 0 et -2 là, parce que je pouvais pas jouer. Hein. Bon, j'ai fait une saison blanche et puis une saison où j'ai joué 4 mois, 5 mois. Et donc après, je suis reparti pied au plancher. Et quand j'étais -2, là, c'est là que j'ai explosé parce que j'étais en pleine forme et puis j'avais envie de rattraper un peu le retard. Yes. Ton tout premier point ATP, tu peux nous le raconter? Oui, je l'ai gagné à Bourg-en-Bresse, en 2001, en juillet 2001. En fait, j'avais raté mon premier tournoi, c'était incroyable cette histoire. J'étais allé à Noisy-le-Grand, je devais jouer mon premier futur à Noisy-le-Grand et je me suis emmêlé les pinceaux pour y aller et je me suis planté et je suis arrivé en retard pour le sign-in. Donc là, c'était un coup complètement raté. Et donc, il a fallu que j'attende le futur suivant 15 jours ou 3 semaines plus tard. Et donc, je suis sorti des qualifications, j'avais gagné 3 matchs. Et j'avais battu un jeune junior à l'époque au premier tour, j'avais battu Charles Roche. Et donc, c'est là, après ce match-là, que j'ai gagné mon premier point ATP. Ok. Et tes parents te suivaient totalement, te soutenaient vraiment entièrement sur ta décision de te lancer sur le circuit? Ouais, de ce côté-là, j'ai été assez tranquille, j'étais assez libre. Hein. Bon, globalement, comme j'avais des résultats corrects à la fac, j'ai eu mon bac, j'ai eu tous mes examens. Donc, de ce côté-là, ils me faisaient confiance. Et donc, j'ai jamais eu de soucis quand j'ai pris cette décision-là. Ils m'ont pas dit, mais t'es fou. Ils m'ont dit, vas-y, écoute, essaye, tente ta chance. Et c'était quoi ton plan? Tu t'étais fixé
une échéance, une date butoir? Tu avais un objectif précis? J'ai pas vraiment de date butoir, hein. Globalement, ce que je voulais, c'était jouer une saison et voir ce qui se passe sur une saison. Après, ça a été un peu le fil conducteur. Ma première saison, je suis arrivé, j'ai été 900e mondial et j'ai fini la première saison 350e mondial à peu près. Donc, c'était globalement satisfaisant. Après, à savoir si c'était viable financièrement, je savais, à cette époque-là, je ne me rendais pas vraiment compte, mais j'avais de l'argent, j'avais gagné de l'argent en faisant des tournois français notamment, j'avais accumulé un peu d'argent, donc j'étais assez tranquille de ce côté-là, enfin assez tranquille. J'avais ce qu'il fallait en tout cas pour payer un petit peu tous mes frais, et globalement, finir 350e mondial, pour moi, c'était bien. Maintenant, je savais que c'était une étape et qu'il fallait faire mieux, mais ma première saison, elle était satisfaisante. Après, c'est clair qu'il fallait que j'intègre les qualifications de Grand Chelem le plus vite possible après. Comment tu as vécu vraiment la jungle des futurs et des challenges? La jungle, pour moi, c'est plutôt les futurs. C'est là que c'est le plus dur parce que c'est là qu'il faut arriver à s'en sortir le plus rapidement possible. Après, sur des challengers, il y a un peu plus d'argent, il y a plus de points, c'est plus facile de monter. Donc, moi, j'ai eu la chance de ne pas trop perdre de temps sur les futurs. J'ai joué 1 an et demi de futurs et ensuite, j'ai pu basculer sur les challengers. Ensuite, je suis revenu sur des futurs à chaque fois par des concours de circonstances quand j'étais blessé ou alors quand j'étais dans une période d'un petit peu de méforme. Et ensuite, je suis revenu jouer des futurs pour retrouver des matchs un peu plus faciles. Et globalement, j'ai pas vraiment beaucoup joué de futurs. Il y avait quelqu'un qui me demandait la dernière fois, là sur le circuit, là, il n'y a pas longtemps, ah ouais, tu connais bien les futurs. J'ai dit non, je t'explique que ça fait sur les 11 dernières années, j'ai joué 2 futurs. J'ai joué beaucoup de futurs entre 2001 et 2010, mais après entre 2010 et 2020, après c'était terminé. J'ai joué 2 futurs. Je jouais sur les challengers ou alors sur le grand circuit. Selon toi, le joueur qui perd trop de temps sur les futurs, il faut qu'il songe rapidement à faire autre chose. C'est que s'il n'arrive pas à passer le cap des futurs, c'est qu'il y a un problème de niveau, quoi. Ouais, je pense. Disons qu'après, globalement, encore une fois, le plus important, c'est d'avoir du temps. Mais le problème sur le circuit, c'est que le temps, c'est l'argent aussi. Donc après, c'est vraiment l'argent qui fait la différence. Si on a une capacité à tenir et à jouer longtemps, c'est plus facile. Maintenant, c'est clair que si on joue 4-5 années sur des futurs, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire qu'on a le niveau, parce que le niveau, il est au-dessus, il faut aller chercher, aller plus haut. Donc maintenant, chacun a sa trajectoire aussi. Mais la difficulté, après, c'est l'argent. C'est-à-dire que si on peut jouer 10 années sur des futurs et après s'en sortir, pourquoi pas ? Mais c'est très très dur de tenir financièrement sur des futurs pendant 10 ans. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs après à jouer des matchs par équipe, mais c'est pas simple. Hein. Quand tu t'es lancé sur le futur, tu as intégré l'académie Mouratoglou rapidement, c'est ça? Ouais, moi j'avais un gros problème de structure, c'est-à-dire que moi j'étais dans ma région, j'étais entre Orléans, Blois, mais je savais pas trop où m'entraîner en fait. Et donc il fallait impérativement que je trouve une structure pour m'entraîner parce que je savais que j'avais des choses à travailler pour pouvoir percer. Et à ce moment-là, j'ai eu cette opportunité-là d'aller. En fait, j'ai rencontré, quand j'ai eu mes problèmes de genoux à 16 ans, j'ai travaillé avec un kiné à Fontainebleau. Et en fait, ce kiné-là, quelques années plus tard, il a intégré l'académie. Et c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit, écoute, il y a l'académie qui vient de se lancer, c'est vraiment extraordinaire. Ils font un travail de dingue. Ils ont des gros moyens, ils ont un super cadre avec beaucoup de joueurs pros. Tu pourras t'entraîner en bonnes conditions. Donc, lui, il m'a vraiment poussé à venir. Il a parlé de moi à Patrick. Et Patrick Mouratoglou, lui, était d'accord pour que je vienne. Alors, on a commencé à en discuter. Et ensuite, quand j'ai gagné le critérium, ça a donné un petit peu plus de crédit à ma décision de me lancer sur le circuit pro. Et donc, juste après, 2-3 semaines après, j'étais à Montreuil à l'époque, à l'académie. Et donc, c'est là où tu rencontres Ronan Lafay, c'est ça? C'est ça, oui. Qu'est-ce que l'académie t'a apporté concrètement et l'association avec Ronan, en quoi elle t'a fait du bien à ce moment-là? Moi, je suis arrivé à l'académie. Je suis allé voir, j'ai discuté avec Patrick. Je me rappelle, j'étais avec lui dans son bureau et il me demandait un peu quel était mon projet. Et donc moi, j'étais un petit peu, j'étais un débutant, donc je connaissais vraiment rien du tout au monde professionnel. Et donc je lui ai dit, écoute, moi je viens ici, je sais que j'ai des choses à travailler. Par contre, je me suis jamais entraîné. Moi, ma particularité, c'est que j'étais monté de -2 à première série et je faisais pas d'entraînement, je jouais que des tournois, je faisais que des matchs. J'étais pas du tout à l'entraînement, à travailler avec qui que ce soit. J'avais pas d'entraîneur. Donc je lui dis, moi, j'arrive de ce milieu-là. Je suis un compétiteur, mais je suis pas un pro de l'entraînement. Et donc moi, si je veux m'entraîner, il faut pas que j'y aille comme un bourrin, parce que si j'y vais trop, que je fais 8 heures par jour, je vais imploser. Et en plus, je sortais j'avais fait une grosse saison. J'avais fait 2 grosses saisons.
Mais bon, j'avais toujours un petit peu peur de me blesser, vu que je m'étais fait deux grosses blessures entre 18 et 20 ans. J'avais un petit peu peur de ça. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, j'irais bien trouver un entraîneur qui soit cool à ce niveau-là. Et là, lui, il me dit, écoute, il y a un entraîneur qui vient d'arriver, il a des techniques un peu spéciales. J'ai testé, tu vas voir. C'est assez surprenant, mais écoute, essaye, va voir ce qui se passe. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Ronan. Et là, tout de suite, il m'a fait découvrir un petit peu sa façon de travailler. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, la chose qui était vraiment super à ce moment-là, c'est que j'avais du temps pour travailler. Donc, on a pu travailler pendant 3 mois. On a travaillé octobre, novembre, décembre. On a pu se préparer et faire les changements techniques, notamment, que j'avais à faire, parce que j'avais des gros soucis techniques en coup droit et au service qu'on a eu le temps de modifier. On a pris du temps. Et à partir de là, j'ai commencé à être armé pour aller sur le circuit, finalement. Je sentais que j'avais des possibilités, mais je sentais aussi que j'étais en difficulté sur mes coups, notamment mon coup droit. Et j'avais besoin de trouver des axes d'amélioration. Et une fois que j'ai eu ces axes d'amélioration et qu'on a amélioré effectivement mes coups, là, je me suis dit, aïe, là, je me sens beaucoup plus fort pour tenter ma chance sur le circuit. Comment tu t'as vécu ta première partie de carrière avant l'épisode de l'hépatite A que tu as contracté, ou mentalement, moralement, comment t'en étais, comment tu voyais les choses? J'ai une première partie de carrière là, de mes débuts en 2001 jusqu'à 2004 qui ont été assez linéaires en progression au niveau de mon classement. J'ai réussi à atteindre la 160e place mondiale, 167e exactement. J'ai joué Roland Garros en 2004 avec une wildcard. J'avais des très très bons résultats. Hein. Entre ce moment-là, entre le moment de mars jusqu'à mai 2004, j'ai des très très bons résultats sur terre battue. Je fais des résultats régulièrement. J'ai une wildcard à Roland qui est méritée. Je progresse. Et à l'été 2004, je rencontre mon premier problème. Enfin, premier problème, non, je rencontre un premier problème mentalement. C'est-à-dire que cette année-là, j'avais pas beaucoup de points à défendre trop sur l'été. Et j'étais 167e, mon 170e. Et là, je me suis dit, oh là là, là, ça va être génial. Tu vas faire plein de tournois cet été et tu vas monter dans le top 100, ça va être génial. Et là, je me suis un peu enflammé. Et finalement, j'ai pas eu de résultat du tout. Et ça m'a mis un petit coup. Comment tu l'expliques que tu n'aies pas de résultat à ce moment-là? Là, c'est carrément que je me suis mis la pression tout seul. Je me suis dit, tiens, je me suis monté un petit film. Voilà, tu y es, là, tu es 170, c'est ton meilleur classement. Maintenant, la prochaine étape, c'est le top 100. Allez, tu vas faire ça cet été. Voilà, truc qui n'a rien à faire là. Mais bon, je me suis perdu, en fait. Je me suis éloigné de mes axes de travail pour me fixer sur des objectifs de classement qui n'ont aucune signification, hein, et qui sont très, très dangereux. Donc bon, j'ai quand même réussi à passer l'été. J'ai réussi à défendre le challenger que j'avais gagné l'année d'avant au mois de septembre, parce que j'ai gagné mon premier challenger à Sofia. Et j'ai réussi à regagner la même semaine un challenger à Budapest. Donc là, je m'en suis sorti. J'ai réussi à… Bon, et c'est un petit peu en étant dos au mur aussi que je réussis à maintenir 200e mondial. Et après ça, ça a été un peu le vide. Après, j'ai enchaîné les mauvais résultats. Plus de résultats du tout. Jusqu'à l'été 2005, je me suis séparé de mon coach. J'avais plus de résultats. J'avais plus envie de jouer. Et je suis parti jouer en match par équipe en Allemagne pour gagner un peu d'argent. Et ensuite, pour me relancer, j'étais tout seul avec mon frère, on était à Blois. Et je me suis dit, je vais essayer de travailler une chose que je n'ai jamais travaillé jusqu'à maintenant et que mon coach me poussait à travailler depuis un moment, mais je ne voulais pas plus que ça me disait trop rien. Et donc là, j'ai fait le job pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai travaillé sur ma respiration à fond. Je pouvais tranquillement respirer, sentir ma respiration pendant que je jouais. D'abord en tapant dans la balle tranquillement, ensuite à jouer des points, à jouer des points avec le service, faire des matchs d'entraînement. Et bon, j'ai senti que ça s'était bien solidifié et donc je suis reparti après au combat. Et là, je suis reparti un petit peu tout neuf en octobre 2005 et là, c'est reparti. Et ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que jusqu'à présent, je jouais que sur terre battue. Et grâce à ça, le fait de respirer, d'être un petit peu plus conscient de tout ça, ça m'a calmé et ça m'a permis d'aller jouer sur dur. Et à partir de la fin 2005 et 2006, je commence à aller jouer sur dur. Et j'enchaîne les victoires, notamment sur dur en Angleterre. J'avais gagné beaucoup de futurs. Et le déclic, il s'est produit là pour moi, à ce moment-là. Avant ça, 80% de tes résultats, tu avais tout fait sur terre, quoi. Ah oui, globalement, je jouais que sur terre, ouais. Je jouais que sur terre. Ça, c'est incroyable. Que sur dur. J'ai fait quelques résultats sur dur, mais c'était vraiment…
Voilà, je me sentais vraiment très mal à l'aise sur dur. Je n'aimais pas ça du tout. Et quand tu te sépares la première fois avec Ronan Lafay, vous êtes en bon terme ou c'est quoi le... Il y a aucun souci, mais le seul truc, c'est que moi, j'avançais plus, je savais plus trop quoi faire. Et lui, globalement, lui, c'est pas le genre de personne qui va se battre pour quoi que ce soit. Lui, il sait très bien que c'est le joueur qui a les clés, donc on s'est séparés en sachant que voilà que ça pourrait redécoller un peu plus tard. Mais bon, on n'en savait rien du tout à ce moment-là. Hein. Après, moi, dans ma tête, j'étais pas très fiable non plus. J'arrêtais pas de dire ouais, mais bon, c'est pas grave, je vais arrêter, je me pousse, je fais encore une saison, et puis si ça va pas, j'arrête, je retourne finir mon STAPS ou des trucs comme ça. J'étais un petit peu comme ça, je faisais tout le temps le yo-yo. Dès que ça se passait pas très bien sur le terrain, je me disais bon, mais c'est pas grave, je vais aller faire ça. Et donc c'était un petit peu ma bouée de sauvetage derrière. Ok. En 2006, tu remontes quand même 250e. Est-ce que tu repars justement avec ce second souffle dont tu parlais juste avant? En fait, je fais 6 mois extraordinaires hein, où je joue. Des fois, je joue sur l'eau un petit peu. Enfin, je joue notamment un challenger à Wrexham où je sors des qualifs et je vais en finale. Je gagne 7 matchs d'affilée et je joue un niveau mais exceptionnel. Bref, je remonte au classement. Et en fait, cette année-là, j'ai eu un gros souci, c'est que j'ai très très bien joué sur dur. Et arrivé sur terre battue, j'ai commencé à me perdre complètement. J'arrivais plus avec ma respiration, j'ai complètement coulé et j'arrivais plus à jouer. J'ai réussi à tenir jusqu'à Roland, je perds au dernier tour des qualifs. J'avais un tableau incroyable, je joue Wayne Arthurs au dernier tour des qualifs, qui n'est pas un grand joueur de terre battue. Et je suis pas lucide, j'arrive pas. Voilà, globalement, je sentais que j'étais pas vraiment bien dans mes baskets. J'ai réussi à m'accrocher, mais je perds en 2-7. Et après ça, j'ai complètement coulé. J'arrivais plus à jouer sur terre battue et là, j'ai repris une deuxième gifle. C'est-à-dire qu'autant j'ai pris une fessée en 2004 où là, je m'attendais à monter dans le top 100. Là, en 2006, en fait, je m'attendais tellement à bien jouer sur terre battue qu'en fait, j'ai pas eu de bons résultats, pas de bonnes sensations. Et le fait de bien jouer sur dur, ça m'a perturbé en fait. Okay. Et donc là, je recoule ou je retombe dans une période où j'ai plus de résultats, je suis paumé. Et je me relance à la fin de l'année. À la fin de l'année, là, c'est des choses après qui sont dures à expliquer, mais d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Je dois me redétacher. C'est aussi le fait que la saison sur terre, elle se finisse. Je repars sur dur et j'arrive à relancer la machine sur dur. Et là, je me relance et je repars pour 2 mois où là, je reprends le contact avec Ronan. On repart pour s'entraîner à la fin de l'année 2006. Et malheureusement, après 2 mois de tournoi, j'ai mon hépatite. En fait, j'attrape mon hépatite A au Brésil, au premier tournoi de l'année à Sao Paulo. En buvant de l'eau non potable ou comment tu as chopé ça? Je sais pas trop. Ouais. En buvant de l'eau, je me rappelle un peu au club, des fois, ils nous avaient distribué de l'eau. Je pense pas que ce soit ça, mais je pense qu'après, j'ai dû aller dans un restaurant. J'ai dû manger une salade qui avait été lavée avec une eau qui n'était pas terrible. A priori, après, honnêtement, je sais pas. Hein. Mais bon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est soit ça, soit. Parce que bon, je suis resté à l'hôtel, et j'étais le seul à me faire avoir avec tout ça. Donc, en même temps, la chose que j'avais pas faite aussi, c'est que j'avais pas la vaccination. Hein, donc, c'était ça aussi mon erreur dans l'histoire. Hein. En fait, c'est surtout pour ça que j'ai eu cette hépatite A. C'est que j'avais pas la vaccination. Ouais, c'est moche. Et je l'avais fait, mais elle avait expiré je ne sais quand. Et donc, bref, j'avais pas fait de rappel. Et donc voilà, j'ai ramassé à cause de ça. Et donc j'ai pu jouer 2 mois et à partir du mois de mars 2007, je suis KO après. Et pendant ces 15 mois, tu as fait quoi, éloigné du circuit? J'ai pas fait grand chose. Alors j'ai joué encore un petit peu. Au début, j'essayais de m'entraîner encore un petit peu. Bon, après, je voyais rapidement que c'était dur. J'ai quand même réussi à jouer les matchs par équipe au mois de mai. Et après, ensuite, j'ai rien fait du tout. Donc c'était assez compliqué à gérer parce que j'avais pas de visibilité. Hein. Je savais pas trop combien de temps ça allait me prendre tout ça. Et donc, je faisais pas grand-chose. Hein. Donc, j'alternais. Je faisais 3 semaines chez mes parents. J'allais 3 semaines chez mes amis à Bordeaux. J'allais à Lacanau Océan. Je prenais l'air de l'océan. C'était super. Mais bon, c'est vrai que je tournais un petit peu en rond. Je me rappelle très bien qu'à la rentrée de septembre 2007, je voyais tout le monde qui s'affairait à rentrer. Et moi, je faisais rien du tout. Et là, c'est vrai que j'avais le moral dans les chaussettes. Hein. J'étais complètement KO. Et surtout, je trouvais que le temps était très long et je voyais pas de solution. Tu faisais pas grand-chose parce que tu étais affaibli physiquement ou parce que tu n'avais pas de projet ou... J'avais pas de projet particulier, ça c'est clair, à part le tennis. Et surtout j'étais assez faible. Hein. C'était assez dur pour moi
parce que souvent, je prenais mon petit déjeuner. Et une fois que j'avais pris mon petit déjeuner, des fois, je me levais, j'allais prendre mon petit déjeuner à 8h. Et à 8h45, j'avais envie de dormir. Donc, c'était quand même assez surprenant et assez dur. J'étais épuisé, j'avais pas de force. Donc c'était dur. Et en fait, comment elle se soigne, cette maladie? Alors, elle ne se soigne pas vraiment, il faut attendre. Alors, en fait, j'ai essayé d'accélérer un peu le processus. À la fin de l'année, j'ai rencontré un kiné spécialiste du foie à Amiens et je suis allé le voir. Et lui m'a aidé à faire des examens sanguins pour avoir plus de visibilité sur l'état de mon foie. On a travaillé spécifiquement sur le foie. Bref, ça a été intéressant et ça m'a permis de me remettre sur pied plus rapidement et avec de la visibilité. Et ensuite, il a fallu se relancer. Et finalement, 1 an plus tard, au mois de mars, j'ai commencé à me réentraîner un petit à petit, pour pouvoir reprendre la compétition au mois de juin. Et quand tout le monde pensait que tu étais totalement terminé, que le tennis était terminé pour toi, toi, tu y croyais encore au fond de toi? Oh ouais, mais personne n'a pensé que c'était fini pour moi, a priori. Et puis surtout, après, moi, à partir de là, je ne m'occupais pas forcément de ce que pensent les autres. J'étais surtout... moi, je voulais reprendre là où je m'étais arrêté pour essayer de faire mieux. Et le fait que tu perdes ton classement ATP, c'était un peu le même topo que le vaccin au Brésil? C'était un oubli de faire la demande, finalement? Ouais, c'est un oubli, surtout c'est la non-connaissance du règlement. Bon, après, on apprend souvent de ses erreurs. Bon, j'ai fait une erreur, je l'ai fait une fois et 7-8 ans plus tard, j'ai repris un classement protégé et là, j'ai pas oublié. Là. Mais au final, ça n'avait pas une grosse importance. D'accord. Donc, tu repars et dès le premier futur, tu fais finale, quoi. Ouais, c'était assez exceptionnel parce que j'avais rejoué les matchs par équipe. J'avais les matchs par équipe avec mon club, avec Blois, c'était génial parce que ça me permettait de faire un match tous les dimanches. Je jouais au mois de mai et donc ça m'a permis de jouer un match tous les dimanches et de revenir à l'effort petit à petit. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Comme ça, je m'entraînais la semaine et je faisais mon match du dimanche et ça me permettait de voir un petit peu comment j'évoluais. Et finalement, la dernière semaine avant mon premier tournoi, j'ai enfin pu faire une semaine où je me suis entraîné à peu près normalement, où je faisais mes 4 heures par jour. Et donc, voilà, ça m'a fait. J'ai commencé à prendre la confiance, à me dire, ok, allez, tu es capable d'enchaîner les efforts. Bon, c'est bien. Et donc, c'est vrai que faire premier tournoi, qualifier finale, c'était un départ. C'était un départ rêvé. Ouais. J'ai battu quelques bons joueurs. Je perds en finale contre Timo De Baker en faisant un bon match. Donc, j'étais hyper content. Ouais, en 6 mois, tu remontes 366e. Tu gagnes 2 titres, tu fais 3 finales. À ce moment-là, tu es dans quel. Tu te dis, ça y est, c'est bon, mon tennis est revenu, mon physique est là. Comment tu vis le truc? En fait, l'objectif pour nous, avec Ronan, c'était vraiment jusqu'à ce moment-là, c'était de se rentraîner. Et lui, dans sa tête, il s'était dit, voilà, on est monté jusqu'à 167. Jusqu'à ce moment-là, je te laisse un peu tranquille. On continue de faire ce que tu as fait, tu sais le faire. Voilà. Maintenant, quand il va falloir remonter, essayer de passer plus haut, c'est là qu'on va commencer à changer la manière de travailler. On y arrivait un petit peu plus tard, ça a encore pris 6 mois, on finit l'année. Et à partir du mois de mars-avril, là où j'ai commencé à remonter vers les 180, 200, 180, c'est là qu'on a enclenché la vitesse supérieure pour essayer d'aller encore plus haut. Alors attends, juste avant d'aller plus haut, est-ce que toi, de ce second départ, tu as une sorte de prise de conscience où tu te dis que finalement, tu as encore plus de chances de jouer au tennis, d'être sur le circuit? Est-ce que tu ressens la pression différemment? Comment tu vis ce second souffle, quoi? Non, je ressens rien de spécial à ce moment-là. J'ai pas de. Au départ, j'étais très très content. En plus, j'ai eu des très bons résultats sur mes 3 premiers tournois puisque j'ai fait donc finale, qualifié finale. Ensuite, je fais demi-finale et encore demi-finale avec des spéciales exempts. Donc voilà, je fais 3 tournois à bloc. J'avais fait l'enchaînement Hollande, Blois, Toulon. Et ensuite, j'ai eu une petite période un peu plus creuse. J'ai eu deux tournois où c'était un peu moins bien. Donc au début, évidemment, j'étais très content. Les 3 premiers tournois, j'enchaîne. Je repasse de pas de classement à 630. Donc là, j'étais hyper satisfait. Je me suis dit, oh là là, c'est génial. Et bon, et là, j'étais très content. Ensuite, j'ai eu deux mauvais résultats. Enfin, 2 résultats qui étaient moins bons. Je perds 2 fois au deuxième tour. Et là, je commence à être un petit peu touché. Globalement, je n'avais pas encore le bon état d'esprit pour encore aller plus haut. Mais bon, jusqu'à ce moment-là, ça suffisait. J'étais compétiteur, mais je me prenais encore les pieds dans le tapis. Quand je n'avais pas un bon résultat, je n'étais pas content. Et donc,
Donc voilà, mais bon, après ça aussi, il y a un moment, il fallait aussi que je sois patient. Physiquement, j'étais bien pendant un mois et après, j'ai eu un mois un peu moins bien. J'ai commencé à me reblesser un petit peu. Donc, il a fallu gérer un petit peu tout ça. Même cette fin de saison-là, elle a été compliquée parce que je me suis blessé un petit peu. J'ai joué avec des douleurs, des anti-inflammatoires. La fin de saison, en fait, ça m'a fait du bien de souffler un petit peu aussi. Ouais. Du coup, tu fais le point avec Ronan en disant bon, maintenant, il faut qu'on passe la vitesse supérieure. Tu en étais là tout à l'heure avant que je te coupe. C'était quoi l'évolution, ouais? En fait, on était à peu près au mois de mars-avril. Déjà, à ce moment-là, on est en mars 2009. Et là, cette fois-là, j'avais dit, écoute, maintenant, je vais jouer mes derniers futurs. J'ai dit là, je remonte 200. Une fois que je suis dans le top 250, je ne fais plus de futurs. Et dit, moi, dans ma tête, je ne vais pas dire c'est mon rêve, mais en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est finir sur une victoire. Jouer mon dernier futur et finir et le gagner. Et mon dernier futur, je le joue et je le gagne. C'est-à-dire que je fais enchaînement, je fais finale à Tipton. Je perds contre le Belge Mertens en faisant un super match, je perds 7-6, 7-6. Et la semaine d'après, je gagne à Bath, toujours en Angleterre. Et là, je gagne le tournoi, je ne perds pas un set sur la semaine. Et là, je me dis je crois que je perds un set, mais après, je gagne tout assez tranquillement à passer de deuxième tour. Et là, je me dis, c'est génial, tu as réussi ta sortie, tu sors sur une victoire, génial. Maintenant, tu repars en challenger. Et bien, j'enchaîne, je vais à Jersey et je perds en quart de finale. Je perds en quart de finale contre Daniel Evans, contre Dan Evans. Je le bats sur les tournois d'avant, je crois que je le bats sur un des deux futurs et il me bat en quart de finale. Et donc là, je repars sur le circuit challenger et là, avec Ronan, on se dit, bon, maintenant, on revient dans les eaux dans lesquelles on s'était perdu il y a quelques années. Maintenant, on va travailler différemment. Disons qu'on a augmenté la concentration sur nos entraînements. C'était vraiment, on travaille des choses précises et il n'y avait pas de il n'y avait pas de discussion. On se fixait les objectifs, on travaille sur des objectifs précis sans qu'il y ait de discussion et on faisait de la répétition. Et en fait, le travail, c'était un travail mental vraiment pour que mon mental ne bouge pas, que je travaille précisément, qu'il n'y ait pas de réflexion. En fait, c'était ça l'objectif. Bon, moi, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais bon, lui, il savait très bien que c'était ça. L'objectif, c'était vraiment que je travaille sans réfléchir au maximum. On fixe un objectif et ensuite, on le répète pour ancrer des choses. Et surtout pour se rendre compte que quand il n'y a plus de réflexion et qu'il y a juste de l'action, c'est ça l'idéal. Et donc, petit à petit, ça me permet de... Ça a été une période un petit peu compliquée parce que lui, il me poussait pour faire ça, mais moi, je n'en étais pas forcément convaincu. Et ce qui était assez amusant, c'était de voir que lui, il poussait à fond, mais moi, des fois, j'y allais un peu à reculons. Mais ça marchait. Et après, en match, il me dit, tu vois, il dit, regarde. Et moi, j'étais pas convaincu forcément des fois. Et donc, il a fallu qu'il me mette des coups un petit peu à être vraiment très, très vigilant, à me marquer à la culotte pour me dire, attends, mais là, tu bosses comme un dingue. Et en faisant ça, tu vas voir que tout est possible. Est-ce que tu peux nous préciser un peu la méthode de Ronan? Parce que c'est très particulier. Moi, je l'ai faite un tout petit peu pendant une semaine. Et il faut quasiment tout désapprendre, tout réapprendre. C'est une méthode de fonctionnement qui est très particulière, il faut le dire quand même. Ouais. Après, la chance que j'ai eue, moi, c'est d'avoir en fait été en dehors de toute structure. Donc, moi, je n'ai pas été formaté par qui que ce soit. J'avais aucune représentation de ce que ça pouvait être l'entraînement. Et donc, moi, quand je suis arrivé avec lui, la première séance que j'ai faite avec lui, qui m'a proposé ces trucs, sa manière de travailler, j'ai trouvé ça génial. On faisait de la relaxation sur le terrain et d'un seul coup, pour moi qui était ultra tendu et encore plus, on s'entraînait sur dur. Et moi, le dur, j'aimais pas ça du tout. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est génial. Je sens que je suis relax et c'est super. Donc ça, c'était une chose. Après, lui, globalement, il a fait évoluer sa méthode aussi au fur et à mesure des retours qu'il avait avec ses joueurs. Pour, en fait, globalement, sa technique, sa méthode, c'est vraiment d'intégrer le mental dans le jeu. Sauf que, bon, après, en France, on le catalogue rapidement comme coach mental, préparateur mental, alors qu'à la base, il est très, très fort techniquement. C'est-à-dire que nous, le travail qu'on a fait techniquement sur ce que j'ai dû faire évoluer sur mon service et mon coup droit, notamment en 2002, quand on a commencé, enfin en septembre 2001, tout le travail qu'on a commencé à faire, bon, là, c'est pas une histoire de je me relâche, c'est vraiment techniquement. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je faisais qui étaient fausses et on les a gommées. Et j'ai senti rapidement, moi, que la différence, elle se faisait là. Ensuite, après, le gros travail, là, il a été fait au niveau technique. Ensuite, le gros travail qu'il a eu à faire et que j'ai eu à faire aussi, mais c'était le travail mental finalement. C'est-à-dire que je travaille
avec de la concentration quand je m'entraîne. Je me concentre, je travaille sur des choses. Voilà, par exemple, on va dire que on va faire une série de revers. Je vais me concentrer sur ma rotation d'épaule. Et je vais frapper 20 balles où je ne me concentre que sur ma rotation d'épaule. Voilà. Je ne vais pas m'occuper si ma balle elle est faute. Je ne vais pas m'occuper si ma main, il se passe quoi que ce soit. Voilà. Et on était là, on s'amusait. Épaule, coude, poignet, mes appuis, ma respiration. Voilà. Et à chaque fois, on donnait un ordre très précis. Le cerveau, il enregistre l'ordre. Et on travaille dessus. Tac. Et ça, c'est une discipline qu'on a prise. Et moi, au départ, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et finalement, ça a augmenté ma capacité à être très, très concentré en match. Et mentalement, très, très fort, notamment dans les moments où il peut y avoir un peu de discussion dans la tête. On est en match, c'est difficile. On peut se laisser emporter par un état d'esprit négatif ou se laisser emporter par son mental. Il y a le mental qui vient nous proposer un truc. Ah là, ça devient dur maintenant. Allez, tiens, tente un peu n'importe quoi. Et voilà. Et il y a un moment où mentalement, ça m'a renforcé tout ça. Alors au début, c'était assez amusant parce que j'avais un petit peu de mal et j'ai gagné quelques matchs où j'y croyais pas trop. Et lui, il me poussait, il me dit mais non, t'inquiète pas, c'est normal, tu vois. Bon, et puis moi, je croyais que j'avais une représentation un petit peu idéalisée de me dire voilà, tu vas jouer, tu vas être relax, tu vas respirer, tu vas te sentir bien sur le terrain et c'est génial. Seulement, ça, c'est un petit peu un rêve. C'est pas tout le temps possible. Il y a un moment où il faut se faire un peu violence, ça va être un peu plus dur. Et il a fallu que je l'accepte. Moi, au départ, j'étais assez perfectionniste à me dire ouais, je veux que tout soit nickel, mon coup droit fluide, mon revers fluide, tout doit être fluide. Et c'est finalement là que j'ai évolué en acceptant un peu plus, de temps en temps, de passer un peu plus en force, l'accepter. Et puis c'est tout. Sur certains matchs, c'est comme ça. Et il y a d'autres matchs où tu vas mieux te sentir, tu vas sentir le jeu. Et il y a des fois, c'est un petit peu plus laborieux, mais c'est pas grave. Et à ce moment-là, ta préparation physique, tu l'as fait toujours sur le terrain, ton foncier, en faisant des matchs, ou tu as une préparation physique dédiée? Ma préparation physique, j'ai fait une préparation physique avec l'académie en 2001, sur ces 3 mois, notamment là, les 3 mois de 2001. Ouais. Où là, je faisais une préparation un peu classique avec des entraînements physiques sur piste, 3 séances foncières, 3 séances de travail un peu plus explosif en vitesse. Mais ça, on l'a arrêté, on l'a fait une année et après on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ça nous fatiguait énormément et qu'on perdait en capacité de concentration après aux entraînements tennis. Donc ensuite, j'ai plus du tout fait de préparation foncière. Je faisais que des choses sur le terrain. D'accord. Donc après, globalement, et moi, c'est ce que j'ai fait après sur toutes les années suivantes, c'est-à-dire que je m'occupais que de jouer au tennis et de travailler psychologiquement en situation avec une raquette dans la main. Okay. Les seules choses que je faisais en déconnecté, c'est des petits sprints de 20 mètres au max et de la corde à sauter. Ok. Donc, pour reprendre le fil, tu soignes ta sortie en futur. Tu termines l'année 2009 108e en battant Chardy, donc ton premier top 50. Et derrière, en 2010, tu t'enchaînes bien avec Chennai et l'Open d'Australie. Tu passes ton premier tour à Roland aussi, c'est ça, hein? Roland, non. En fait, moi, cette année-là, donc je finis l'année en trombe là, à partir du mois de. En fait, à partir de l'US Open. À partir de l'US Open, on décide d'aller jouer l'US Open en août 2009, alors que l'US Open, je ne l'ai jamais joué quasiment. Je n'ai jamais joué l'US Open, j'ai joué. Non, je l'ai jamais joué. Ouais. Donc, je suis jamais allé à l'US Open parce que j'adorais jouer sur terre battue au même moment. Et même si j'ai commencé à mieux jouer sur dur, je préférais quand même jouer sur terre à ce moment-là, donc j'ai jamais joué l'US Open. Et là, cette année-là, on décide. On va dire, j'ai le classement, on décide vraiment d'y aller. Maintenant, on va à l'US Open. Et à l'US Open, j'y vais, je passe un tour en qualif. Je perds au deuxième tour contre Michael Berrer. Et là, on est encore à la bagarre, toujours un petit peu, parce que je suis là à douter un petit peu. Je ne me laisse pas aller à mon travail. J'ai pas confiance, je ne fais pas assez confiance au travail qu'on effectue. Et après ça, je rentre. Et là, on commence la saison d'indoor. Et en fait, le déclic se produit vraiment à Orléans. Je perds la semaine d'avant au premier tour à Rennes. Et à Orléans, je joue à domicile, je suis dans ma région, dans mon département même. Et là, je sors, je fais finale. Donc je bats au premier tour, je bats Kevin Anderson, qui m'avait battu à Roland-Garros en qualif sur terre. Donc c'était assez amusant qu'il me batte sur terre et que je le batte en indoor, ce qui est une surface quand même beaucoup plus favorable. Et ensuite, donc je vais en finale où je bats donc en demi, en quart, je bats Jérémy Chardy, qui est ma plus belle victoire à l'époque. Et je perds en finale contre Xavier Malice. Et ce tournoi, ça me lance vraiment. J'avais jamais bien joué en indoor de toute ma carrière, sur des challengers quasiment. Et donc là, je fais vraiment une finale sur un très gros tournoi.
Et donc là, c'est vrai que ça m'a donné la confiance et derrière, ça m'a aidé à poursuivre un petit peu sur mon élan, continuer à travailler comme ça. Et donc, je finis la saison, j'essaie de me bagarrer pour rentrer dans le top 100. Je fais quart de finale à Astana et ensuite j'enchaîne par finale sur un tournoi Challenger à Jersey. Je retourne jouer à Jersey. Cette même année, j'avais fait quart au mois d'avril et là, je fais finale, je perds contre Jarkko Nieminen en finale. Et je suis vraiment pas loin de gagner ce match-là. C'est un match qui, si je le gagnais, je rentrais dans les 100. Je le rate. Et derrière, j'ai mal. Je finis le tournoi, j'ai vraiment mal. J'ai mal au pied ou je ne sais où. Et il me reste encore un tournoi pour aller chercher le top 100, Bratislava. Et finalement, on discute avec Ronan et il me dit, écoute, je crois que ça ne sert pas à grand-chose d'aller jouer. Tu as fait une très bonne saison. Ce serait dommage d'aller chercher trop loin et de se faire encore plus mal. Donc, finalement, je vais à Bratislava, mais je ne joue pas le tournoi. Ah oui. Et je me retire et on dit, OK, on accepte le truc. Je suis 108e, 107e ou 108e. Je finis la saison et on accepte. Mais le truc, c'est que je ne peux pas me préparer correctement parce que j'ai toujours mal aux pieds. Et donc, on fait une préparation, on fait du mieux qu'on peut. On travaille le tennis, mais je suis vraiment en difficulté parce que je ne peux pas travailler vraiment mon foncier. Et je me retrouve on part à Chennai et je me rappelle très bien, on va à Chennai et là, je savais que j'avais encore mal aux pieds. Et je me disais, bon, avec la chaleur, ça va nous aider. On s'était entraîné pendant 2 semaines en Bretagne et en arrivant à Chennai, finalement, ça se passe très, très bien parce que ma douleur aux pieds disparaît. Je suis très, très content grâce à la chaleur. Seulement, je sais que j'ai pas de caisse physique. Je sais que là, je suis pas bien du tout. Mais bon, ça m'affole pas. J'arrive à passer un tour dans le tableau. Je gagne mon premier tour et je perds au 2e tour. Et j'arrive à l'Open d'Australie. Donc là, je m'entraîne un petit peu plus, mais je ne peux pas non plus y aller. Il y a le décalage horaire. Et je me retrouve à jouer contre Potito Starace, premier tour. Et là, je gagne les 2 premiers sets, 6-4, 7-6. Et à 5-4 au 3e set, je commence à avoir des crampes. Et donc, mais bon, je sais bien pourquoi j'ai des crampes, parce que je sais que je n'ai pas la capacité à tenir. Et donc, je finis. Et là, Bon, souvent, quand on est un petit peu dos au mur, on se met à mieux jouer. Donc là, globalement, j'ai fait l'effort. J'ai réussi à gagner le tie-break 7-6. Et je gagne en 3-7. Et là, j'ai dit, ouf, heureusement que j'ai gagné ce tie-break parce que sinon, je ne sais pas où je partais là. Et donc, 2 jours plus tard, je joue contre Montanes. Et là, je mène 6-4, 5-4. Sauf que les crampes, elles apparaissent un set plus tôt que contre Starace. Et donc, comme contre Starace, j'arrive à gagner le set. Je gagne le 2e set au tie-break. Sauf que là, début du 3e, je ne peux plus bouger. Et donc, j'ai vécu un calvaire où j'ai perdu en 5-7, mais je ne pouvais plus bouger. Donc, j'ai laissé finir le 3e et le 4e en espérant aller mieux. Et au 5e, je break, je mène 2-1. Et derrière, je suis repris de crampes et je finis le match, crampes généralisées, je ne pouvais plus bouger. C'était fou. Et j'étais fou parce que j'avais un tableau incroyable à cette époque-là parce que j'avais joué Starace qui n'avait jamais gagné un match en Australie et qu'on n'a jamais gagné d'ailleurs. Et derrière, je jouais Montanes qui était tête de série 32, donc la meilleure tête de série sur le papier et en plus qui n'est pas non plus le meilleur joueur de dur qu'on connaisse évidemment. Et c'était pour jouer Federer au 3e tour. Donc ça aurait été assez incroyable. Et au final, ça m'est passé sous le nez. Mais bon, après, j'avais pas de soucis particuliers. Je savais que ma préparation était difficile et déjà, je venais de gagner mon premier match dans un grand chelem, j'étais comme un dingue. À ce moment-là, tu te frustres en termes de gains à te dire, ah putain, ça peut me permettre de souffler sur toute la saison si je passe, ou tu arrives à rester assez détaché de tout ça? Non, parce que déjà, la première chose, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'argent à l'époque. Je ne me rappelle pas les chiffres, mais je pense que c'était pas... Bon, ce serait maintenant, oui, mais là, c'était pas encore assez... les montants n'étaient pas énormes. Les augmentations, elles ont commencé à arriver vraiment à partir de 2013. Mais bon, moi, je ne pensais pas du tout à l'argent. En fait, moi, mon obsession, c'est de monter dans le top 100. C'est vraiment de monter dans le top 100. Et donc justement, en février, tu es 100e pile poil. Je suis 100e mondial. Donc là, à ce moment-là, je me dis, tiens, je rigolais. Je me dis, bon, on peut avoir cette obsession de monter dans le top 100. Et là, je me dis, tiens, on ne peut plus m'embêter avec le top 100 parce que je suis 100 pile poil. Donc, je suis dans le top 100, même si je suis pas. C'est mieux d'avoir 2 chiffres, mais je suis dans le top 100. Et mentalement, ça te fait un petit déclic, une petite satisfaction personnelle quand même? Ouais, non, pas plus que ça, parce que honnêtement, on peut dire que je suis dans le top 100, mais le fait d'avoir 3 chiffres sur mon classement, ça ne me plaisait pas encore. Donc voilà. Et après, bon, au final, c'est toujours intéressant, mais ça change. À la fin, ça ne change rien du tout. C'est une représentation, mais au final, c'est rien du tout. C'est juste une conséquence d'un travail, d'avoir bouclé une saison ou d'avoir bouclé des résultats qui permettent d'eux. Mais au final,
bon, bah, c'est comme. Voilà, ça ne change rien du tout de se dire que on va. Voilà, c'est pas de la magie. Le fait de devenir top 100 d'un seul coup, on a une auréole autour de la tête. Non, ça ne change rien du tout. Mais c'était un objectif, donc voilà, j'avais atteint l'objectif, mais j'avais obtenu l'objectif minimal. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, c'était pas pour être centième que je voulais jouer, c'était pour être encore mieux après. Et là, tu t'apprêtes à vivre 2 semaines incroyables. Tu peux nous les raconter? Ouais. Bah, c'était, je m'inscris à Johannesburg, qui est un nouveau tournoi. Hein. Il y avait déjà eu une édition l'année d'avant. Et à ce moment-là, ma stratégie, c'est vraiment de dire, tiens, je vais aller jouer les tournois les plus faibles, où j'ai une chance d'avoir un bon tableau. Pour essayer de prendre des points. Donc là, la première semaine après l'Open d'Australie, depuis toujours, elle est assez faible. Hein, maintenant, le tournoi, il n'existe plus à Johannesburg, mais il y avait eu le tournoi sur terre battue, là, pas Bogota, à Quito. Hein, là, il y avait Zagreb, Sofia. Bon, c'est toujours des semaines qui sont un petit peu plus faibles. Le cut, c'est souvent 120. Donc moi, en étant 108e, je voulais absolument jouer. Donc je m'étais dit, j'ai plus de chances que le tableau soit moins fort à Johannesburg que par exemple à Montpellier. Et donc j'arrive par là. Et finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation, il y a une avalanche de forfaits et je me retrouve à être tête de série numéro 8 et c'est incroyable. Je me dis mais c'est quoi cette histoire? J'ai quasiment pas joué de tournoi ATP, c'était mon 2e de l'année. Avant ça, j'en ai joué quasiment aucun et je me retrouve tête de série. Donc là, je me dis, essaye d'en profiter. Les mecs étaient forfaits à cause de blessures ou ils sont désinscrits parce que finalement, ils n'ont plus envie de venir? C'est à cause de quoi? Ouais, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a eu quelques blessés. Et puis, ou alors des joueurs qui ne sont pas forcément blessés, mais qui n'ont pas forcément envie de se faire 10 heures d'avion pour aller en Afrique du Sud, en sachant que c'est beaucoup de fatigue pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose. Globalement, c'est des joueurs qui avaient d'autres intérêts à jouer ailleurs. Parce que, bon, je ne sais plus qui devait venir, mais il devait y avoir, à mon avis, il devait y avoir au moins 1 ou 2 autres top players, a priori. Mais bon, après, forcément, ces tournois-là, globalement, ils avaient quand même Lopez, Monfils et Ferrer. Ils avaient déjà 3 gros joueurs. Bon, après, c'est plus des joueurs qui étaient entre 40 et 50 qui sont retirés, je pense. Et donc, voilà, moi, j'ai profité vraiment. J'ai joué un joueur 150e mondial au premier tour, peut-être même plus loin. Ensuite, j'ai joué un joueur qui était 290, je crois, au 2e tour. Un Sud-Africain qui avait gagné un match. Pour jouer Dustin Brown, qui n'était pas de tête de série, parce que la tête de série avait perdu. Cudinelli avait perdu au premier tour contre Dustin, je crois. Donc voilà, je me retrouvais avec un tableau de rêve. Et même si Dustin était dangereux, j'ai fait un match solide pour le battre. Et je me suis retrouvé en face à David Ferrer, où là, j'ai sorti une de mes plus belles parties. Enfin, en tout cas, sur le papier. Après, les conditions de jeu étaient spéciales. Hein. Il y avait 1000 mètres d'altitude, donc c'était un peu plus facile pour moi de le battre. Ouais. Et ce jour-là, j'ai vu qu'il était assez nerveux côté revers. Donc je lui ai pilonné le revers. Et je le poussais vraiment à la faute. Lui, il ne me connaissait pas non plus, donc il ne me connaissait pas. Et c'est vrai que je l'ai pris un petit peu par surprise. Et c'était vraiment une super semaine. Hein, la finale, je la perds, je tiens un set et après, au deuxième set, je m'écroule complètement mentalement. Ouais. C'était pas simple. Je jouais contre Feliciano Lopez, gaucher avec son service, son slip, son slice. Il m'a complètement neutralisé et je me suis retrouvé à un moment où j'avais plus de solution et donc j'ai complètement perdu pied au deuxième set. Ce matin, en faisant un épisode avec Julien Jean-Pierre, j'ai appris que David Ferrer fumait 2 paquets de clopes par jour sur le circuit. Tu le voyais ça? Ouais, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu un petit peu d'ailleurs sur cette semaine-là, je l'ai vu puisqu'on était plus proche que sur d'autres tournois notamment, mais ouais, c'est un gros fumeur. Hein. C'est assez hallucinant, assez impressionnant. Ouais. Ah ouais, ça te faisait, tu te disais pas putain, mais c'est quand même paradoxal comme préparation. Ouais, mais bon, il y a d'autres joueurs aussi qui fumaient comme ça des cigarettes. Bon, lui, c'est vrai que ça paraît beaucoup, hein, mais il était entre 1 paquet et 2 paquets par jour a priori, donc ça fait beaucoup. Mais bon, en même temps, se dire je vais lui faire droite-gauche pour essayer de le flinguer. Je pense que c'est la mauvaise stratégie, hein, parce que lui, au final, je pense que c'était la mauvaise stratégie. Lui, on a pu le vérifier sur la suite de sa carrière. Bon, tu passes 67e. Donc là, ça y est, t'as 2 chiffres. Et la semaine d'après, non seulement tu t'envoies un challenger la semaine d'après, mais en plus, tu prends un vol pour aller à Tanger. Enfin, tu traverses au niveau des horaires, ça devait être hardcore un peu. C'était assez exceptionnel, surtout ce qui s'est passé. En fait, il n'y a pas de décalage horaire parce qu'on est dans le même axe quasiment. Donc, il y a 1 heure ou 2 max.
Mais je suis rentré et ensuite, je m'étais inscrit, mais pas par défaut. Si j'avais su que j'allais faire une finale, j'aurais pas fait forcément ce Challenger de Tanger qui était sur terre battue en plus. Je suis rentré en France et on a décidé de partir très très tôt. Je suis rentré lundi en France et on a décidé de partir le mercredi à Tanger pour s'entraîner sur terre battue à l'extérieur parce qu'en France c'était compliqué. Là, on était début février et je suis parti. Il neigeait en France. Je me souviens, on a raté notre avion parce qu'il y avait des embouteillages monstrueux sur l'autoroute. Et en fait, on devait faire un vol Paris-Tanger. Et en fait, on a réussi à décaler notre vol et à faire un Paris-Rabat plus tard dans la soirée. Donc, on a raté notre départ tellement c'était le chaos avec la neige. Et une fois qu'on est arrivé sur place, après, on s'entraînait. Mais le problème, c'est qu'il a fait que de pleuvoir. Finalement, j'ai joué mon premier tour seulement le mercredi. Mais on n'a quasiment pas pu s'entraîner parce que, je me rappelle, on tapait la balle à côté des flaques. Il y avait des flaques d'eau et on tapait à côté pour taper un peu la balle, mais c'était un enfer. Et donc, je me suis retrouvé à enchaîner des matchs. J'ai joué donc mon premier tour le mercredi et le jeudi, on n'a pas joué parce qu'il a plu toute la journée. Et on a joué 2 matchs le vendredi et 2 matchs le samedi. Ils n'ont pas voulu décaler. Le tournoi s'est terminé le samedi. Ils n'ont pas voulu décaler avec le retard. Ils ont dit non, le tournoi, on le finit samedi. Donc, je me suis retrouvé à jouer 2 matchs par jour et moi, j'étais pas prêt du tout à jouer sur terre battue. Donc, ça a été très, très compliqué. Mais j'ai réussi. Encore une fois, j'ai surfé un petit peu sur la vague de la confiance, sur la vague aussi de faire peur à mes adversaires parce que ils avaient vu que j'avais fait un résultat, donc ça pesait un petit peu dans la tête de mes adversaires aussi. Et j'ai vraiment joué des bons matchs. À partir du deuxième tour, j'ai vraiment fait que des matchs solides. Et en demi et en finale, je bats Blaska Kavcic et Dolgopolov en faisant des très très gros matchs. En tout cas, avec le peu de terre battue que j'avais sur le moment, c'était vraiment c'était une grosse surprise. Pour le 61e mondial en 2 semaines. Et c'est vrai que là, c'était assez violent parce que je passe de 100 à 61 en 2 tournois. Et là, c'est vrai c'est pas que je tombe dans le vide, mais bon, c'est un petit peu compliqué après parce que d'ailleurs, ça m'a joué des tours sur la suite parce que j'ai eu du mal à gérer tout ça. Et derrière, après ça change notre programme avec Ronan. On part sur Miami. Indian Wells, j'avais pas le classement et on avait décidé de pas y aller. Donc, on a dit, maintenant, on va se repréparer, se rentraîner pour Miami. Et donc, on va à Miami. Et à Miami, en fait, on s'entraîne. Je fais un tournoi correct. Je bats Andreas Beck. Je perds contre Silic. Je rejoue un top 10. Je perds 6-4, 6-1, je crois, contre Silic. Et je le tiens un petit peu au premier set. Et au deuxième set, je craque un peu. Et là, on s'en frictionne un peu avec Ronan parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à l'analyse de ce que je dois faire moi pour continuer à progresser. Et c'est là qu'après, c'est là que je commence à rentrer dans le dur et je rentre dans une phase qui est compliquée où là, je vais enchaîner les premiers tours après. Parce que toi, tu ressentais que tu avais besoin de quoi et lui voulait t'apporter quoi à ce moment-là? Lui, en fait, il voulait continuer un petit peu dans ce qu'on faisait depuis un moment, globalement. Et moi, en fait, je suis parti un peu en sucette à me comparer un petit peu à Silic, à regarder un petit peu ce qu'il faisait, à me dire mais non, là, ce qu'il faut, c'est pas assez. Il faut que je lâche tout. Il faut que j'envoie des coups dans tous les sens pour les bousculer ces joueurs-là. Et là, si je joue ce tennis-là, je peux pas y arriver. Globalement, j'avais pas de recul. Et je suis parti dans mes délires. Parce que globalement, c'est Ronan qui avait raison. C'est Ronan qui avait raison par rapport à ce que lui voyait. Mais lui, il voyait encore une fois. On travaille, on continue à travailler, à progresser. Et là, ça a été un petit peu le coup d'arrêt. C'est-à-dire que j'ai moins bien communiqué avec lui. Et après, ça a commencé à... moi, surtout, j'ai commencé à perdre pied mentalement. Et globalement, sur le grand circuit, c'est beaucoup plus compliqué. Le niveau des matchs est beaucoup plus élevé, globalement. Et mentalement, quand on commence à moins y croire, là, on se fait vite écrabouiller. Donc là, j'ai pris des fessées sur fessées. J'ai réussi encore à tenir sur terre battue au début. En début, j'ai quand même réussi à battre Koubek à Casablanca. À l'époque, c'était encore Casablanca. Et ensuite j'ai enchaîné les premiers tours sur terre. J'ai été en difficulté. Ouais. T'as terminé la saison à l'US, je crois, contre Roddick au premier tour. Je finis à Roddick. Je finis contre Roddick à l'US. Et ensuite, j'ai rejoué quelques tournois de Challenger, mais j'avais pas vraiment envie de jouer. J'étais un petit peu en difficulté. J'ai plus de motivation. Et donc, j'ai rejoué 3-4 tournois de Challenger. Et ensuite, il a fallu que je fasse une petite pause pour me remotiver un petit peu, ouais. T'enchaînes avec un rythme effréné toutes les semaines.
t'es dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, avec des nouvelles têtes, des nouveaux cours, des nouvelles conditions. Il n'y a pas un moment où, comme là, ça se trouve, tu fais un mini burn-out à un moment donné, non? Je fais pas un burn-out par rapport à voyager. Je fais un burn-out parce que j'arrive plus, j'ai plus de visibilité par rapport à ce que je fais. Globalement, ça arrive un petit peu à pas mal de monde, mais c'est qu'il y a un moment où tout ce que je fais, ça perd de son sens. C'est-à-dire que je sais plus trop ce que je vais faire sur le terrain. Il y a un moment où il faut repartir avec un projet clair et simple. Et là, à ce moment-là, j'ai perdu la simplicité. Mais bon, encore une fois, parce que je me représente des choses qui sont fausses. C'est-à-dire que je me dis que je suis dans le top 100. Je me mets de la pression tout seul, j'ai plus le droit de perdre contre un joueur qui est au-delà du top 100, que des choses qui sont fausses. Et globalement, ça vient me pourrir mon esprit et ça vient me pourrir mes entraînements. C'est-à-dire que j'ai plus le bon état d'esprit pour aller m'entraîner et pour aller en compétition. Je me bloque encore une fois sur des histoires de classement, de faux objectifs. Et je perds de vue l'objectif tout simple qui est juste travailler. Voilà, allez, on va essayer d'améliorer des choses. Et il y a un moment où là, je vais droit dans le mur à cause de ça. Donc, tu termines la saison tout seul ou avec un autre coach ou comment tu prépares l'entre-deux? Alors là, non, après, à partir de là, je repars tout seul. Tout seul. Alors après, j'ai la chance de pouvoir revenir m'entraîner un petit peu dans l'académie Mouratoglou. Et donc, je pars faire avec eux le stage de préparation à l'île Maurice. Ouais. Donc là, je pars avec eux en tant que sparring et puis aussi moi je m'entraîne un petit peu, mais bon, globalement je crois que cette année-là, je sais plus, je crois qu'il y avait Grigor Dimitrov ou Jérémy Chardy, peut-être les deux qui étaient là, et donc on s'entraînait à tour de rôle un petit peu ensemble, et donc je suis 120, 130e mondial dans ces eaux-là. Les discussions avec Patrick et les autres joueurs peuvent te faire du bien aussi, te remettre un peu dans le droit chemin? Ouais, bien sûr. Bon, après c'est clair que une fois qu'on est livré à soi-même, la grosse difficulté c'est de savoir comment on peut faire pour s'entraîner. Moi, le fait d'aller m'entraîner avec des pros, d'avoir un groupe, c'est plus simple à gérer. Je retrouve des têtes que je connais, je retrouve plein de coachs. Globalement, moi, j'étais dans l'académie, j'étais avec eux entre 2002 et 2004. Ensuite, j'ai continué de m'entraîner. Après, en fait, quand on s'entraînait avec Ronan, on allait s'entraîner chez eux à Thiverval-Grignon. On allait s'entraîner dans l'académie, c'était notre base d'entraînement, donc on était au contact de tout le monde. Donc pour nous, c'était un petit peu ça a toujours été la famille pour nous. Dès qu'on avait besoin d'aller s'entraîner, on allait s'entraîner là. On avait des super conditions d'entraînement. On s'entraînait en 2008, 2009. On s'entraînait avec Grigor. On pouvait jouer avec pas mal de monde. Et donc là, pour moi, la continuité, c'était d'aller avec tout le groupe faire cette préparation. Et c'était génial. On restait 15 jours, 3 semaines sur place à l'île Maurice. Et c'était génial. Conditions de dingue. Il faisait chaud. On peut s'entraîner dur. On est dans les mêmes conditions que pour l'Australie. Donc, c'était vraiment génial. Avec des joueurs que je connais. Bon, je connaissais très bien Jérémy. Jérémy, moi, j'ai vu arriver aussi quand il avait 18 ans. Donc, c'est quelqu'un que j'ai vu grandir. Donc, c'est quelqu'un dont je suis proche. Donc c'était vraiment hyper agréable d'être avec des gens que tu connais. Et donc, tu repars en 2011 frais comme un garçon. Donc, je repars en 2011. Et là, j'ai une nouvelle... je repars avec un nouvel état d'esprit. Je me dis que, en fait, ma particularité jusqu'à ce moment-là, c'est que j'avais joué des grands chelems. J'avais joué tous les grands chelems dans le tableau en 2010, mais j'avais jamais réussi à me qualifier une fois avant. Et là, je me suis dit, maintenant, il va falloir que je me mette un petit peu sur les qualifs et que je passe ces qualifs de grands chelems. Et donc, je commence, je fais Chennai. Je passe un tour à Chennai, je perds au deuxième tour et j'arrive sur les qualifs à l'Australian. J'arrive à passer mon premier tour et cette année-là, il fait que de pleuvoir. Les qualifs sont décalés. On fait notre deuxième tour de qualif le samedi. Je gagne mon deuxième tour de qualif. Au dernier tour de qualif, je joue un mec qui est complètement cuit parce qu'il a joué la veille. Il a gagné 13-11 au troisième contre Janovic. Et il arrive contre moi, il est mort. Et donc, je gagne 6-4, 6-1 contre Bobby Reynolds, un Américain, qui est monté 60e mondial, peut-être, ou peut-être même un peu mieux, 50. Bref, et je gagne 6-4, 6-1. Et là, je suis sur mon dernier jeu à 5-1. Et là, je sais que je vais me qualifier parce que je vois que le match ne peut plus m'échapper. Et là, je suis comme un dingue. Et je me dis, je vais me qualifier pour la première fois pour un grand chelem. Alors que j'avais joué dans les tableaux avant. Mais là, le fait de me qualifier, ça m'a rendu dingue. Et là, je me suis assis. Une fois que j'ai gagné mon match, je me suis assis sur ma chaise et j'ai mis la serviette sur ma tête et j'ai pleuré. Parce que j'étais comme un dingue. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est la première fois que je me qualifie. C'était énorme. Et donc, là, tu es tout seul sans coach. Ouais, là, j'étais sans coach après, ouais. Et le fait de ne pas pouvoir le partager, ça enlève pas un peu de ta joie?
Non, à ce moment-là, ça m'affole pas plus que ça. Honnêtement, j'étais vraiment braqué là-dessus et ça me. Voilà, après, j'avais du monde, j'avais des gens qui me connaissaient autour de moi quand même, qui étaient là sur place. Donc, notamment, j'avais le team, hein, j'avais le team Mouratougou qui était avec moi aussi, plus ou moins. Hein, j'étais là, donc ils étaient aussi avec moi, hein, globalement. Donc, Ton frère voulait pas venir avec toi ponctuellement sur les tournois? non, mon frère, il est venu quelques fois avec moi, mais très très peu, parce que déjà, mon frère, lui, il n'aime pas du tout voyager. Et il a une phobie de l'avion. Donc, bon, aller en Australie, c'est pas bon du tout pour lui. Bref, et puis bon, voilà, globalement, lui, il travaille dans son club, donc il n'était pas disponible plus que ça. On n'en a jamais. Il est venu quelques fois avec moi, mais c'était très très rare. Ouais. Donc, tu fais ton premier tour après contre Almagro, c'est ça? Je fais un très bon match contre Almagro et c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu le baroudeur. C'est un petit peu là que c'est commencé. Je me suis dit tiens, j'aime bien aller jouer. J'aime bien aller jouer quand il fait beau. J'aime bien jouer dehors. Donc cette année-là, j'ai fait un calendrier qui était du grand n'importe quoi. Parce que j'ai fait des allers-retours à faire des tournois en indoor, à passer de l'indoor à dehors en faisant. Globalement, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'Open d'Australie. Ensuite, je suis parti à La Réunion et j'ai joué un Challenger qui a été arrêté en quart de finale parce qu'il a plu et il faisait que de pleuvoir, donc le Challenger a été annulé. Ouais. Ensuite, je suis parti à Johannesburg et en fait, j'ai pas eu de chance cette année-là parce qu'en fait, je suis arrivé tellement tard à Johannesburg à cause de La Réunion. Voilà, moi, on est parti le dimanche pour Johannesburg que j'ai pas eu le temps de m'acclimater sur place. Et avec l'altitude, c'est dur à jouer. Et donc, j'ai perdu contre un joueur qui était largement à ma portée. Mais le problème, c'est que je suis arrivé tard et bref, je perds au premier tour. Donc, je perds mes points de ma finale. Donc là, je dégringole au classement. Ensuite, je suis rentré et je suis allé jouer à Bergame. J'ai joué un Challenger en indoor où je perds en quart de finale. Ensuite, je repars de l'autre côté. Je vais à Dubaï. Je joue les qualifs à Dubaï en extérieur. Et ensuite, je reviens une semaine après, je vais au Qatar aussi entre-temps. Je vais voir des amis au Qatar pendant quelques jours pendant le tournoi féminin. Je rentre en France et là, je joue le Challenger de Cherbourg en indoor. Derrière, je fais demi. Je perds contre Grigor Dimitrov en demi. Et la semaine d'après, je pars et je vais en Guadeloupe. J'ai joué le Challenger au Gosier. Et donc là, j'ai fait n'importe quoi sur ces semaines-là parce que j'ai fait indoor, dehors, indoor, outdoor. Enfin bon, c'était n'importe quoi en termes de programmation. Mais je me dis, tiens, quand je peux aller jouer au soleil, je vais jouer au soleil. Et donc, c'est à partir de là que ça a commencé un petit peu ça. Cette histoire de je joue où je suis le soleil. Et en fait, le fait que je me régale autant à jouer à La Réunion, de jouer en Guadeloupe, ce genre et en plus, voilà, je suis allé en Guadeloupe et je fais finale. Donc, sur un gros challenger, c'est la seule fois de ma vie, je crois, où j'ai battu 4 joueurs du top 100 en une semaine. D'accord. Et donc, je fais ma finale en Guadeloupe. Et en fait, c'est un petit peu le point de départ de 3 mois de folie en 2011 où après ce tournoi-là, je rentre et je commence à jouer sur terre et j'enchaîne victoire à Ostrava, demi-finale à Bordeaux et qualifié victoire contre Burdish à Roland. C'est ce match que j'aimerais que tu nous racontes, qui est monstrueux. C'était un grand, c'est mon meilleur souvenir de match avec l'ambiance qui était exceptionnelle à Paris. Hein. Moi, j'arrivais à bloc. Hein. J'avais fait des semaines où j'avais enchaîné à gogo les matchs. J'avais fait Ostrava, Prague, Bordeaux. J'avais un peu peur d'arriver à Roland en étant un peu cuit parce que j'avais quand même pas mal joué. Et donc, à Bordeaux, j'étais arrivé quand même. J'étais sorti des qualifs. J'ai fait 3 matchs en qualif, plus aller jusqu'en demi. Et en double, on avait fait demi-finale aussi en double avec Jérémy Chardy. Donc, j'avais enchaîné une grosse semaine avant les qualifs à Roland. Je sors des qualifs, je bats Kuznetsov au dernier tour, un match très très serré. Et donc là, comme en Australie, je sors des qualifs et je suis déjà comme un dingue. Parce que là, je me dis, ça y est, je coche la case, je dis, allez, Open d'Australie, c'est fait, Roland, c'est fait. Là, j'étais comme un fou et je savais que je jouais très, très bien. Donc là, je m'étais dit, à la sortie des qualifs, je me dis, tiens, il y a un qualifié qui sort sur Murray, un qualifié qui sort sur Wawrinka, un qualifié qui sort sur Burdish. Je me disais, à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il vaut mieux que je joue Murray parce que Murray, plus de chances de le battre sur terre, sur dur, c'est quasiment impossible. Mais je me disais, j'avais aucune limite. J'étais en confiance, je me dis, je peux prendre n'importe qui. Et donc, quand je vois que je tombe contre Burdish, je me suis dit, c'est possible. Seulement, on commence le match et je perds les 2 premiers sets, mais je le regarde jouer. Je le regarde un peu jouer, je suis là, je joue, mais sans vraiment y aller à fond.
Et je perds 6-3, 6-3. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais le problème, c'est que je fais pas grand-chose. Je suis un petit peu. Je l'observe un petit peu trop. Sur quel cours ça se joue? On joue sur le cours numéro 2. Ok. Et en fait, lui, je vois qu'au début du 3e set, je le break. Et là, je me dis, tiens, il se déconcentre un petit peu là. Bon, ok, ça arrive parfois, les joueurs. Tenir 3 sets mentalement, c'est pas si simple que ça, même pour les meilleurs joueurs. Donc, je me dis, tiens, je vais en profiter. Et là, je commence à avoir plus de facilité à mettre mon jeu en place. Il fait quelques erreurs. Moi, ça me libère un petit peu. Je commence vraiment à jouer le tennis que je jouais sur les dernières semaines. Le 4e set, pareil, je le break début du 4e. Et là, je me dis, oulala, là, il est pas au mieux parce que normalement, il doit remettre le paquet. Ok, il se trouve un set, mais pas 2. Donc là, je commence vraiment à me dire, là, c'est possible. Donc, je lui mets 6-2, 6-2, 3e, 4e. Et au début du 5e, là, on est au coude à coude. Et à 5-4, il a une balle de match sur mon service que je sauve. Et après, sur la fin de match, c'est la folie. Hein. Bon, déjà, quand je commence à gagner le 3e, ok, le 4e, c'est quand même 6-2, 6-2, donc c'est très, très sévère. Mais je commençais vraiment à jouer, à tenter des coups, à faire un petit peu tout n'importe quoi. Et au 5e, quand je le break à 7-7, c'est la folie. Je me souviens avoir cassé un moment, je lui lâche un coup droit gagnant en cassant mon cordage. Et lui, ça le rend dingue parce qu'il entend que je casse. Il voit la balle, paf, bim, sur la ligne. Et il était fou. Mais bon, même temps, le truc, c'est qu'on s'était déjà joué. Moi, je l'avais joué en fait quand il était beaucoup plus jeune. J'ai joué en 2003. Donc là, on se retrouve 8 ans plus tard, mais on s'est déjà joué. Donc, il s'en rappelle un petit peu aussi. Et moi, je ne me rends pas compte du contexte parce que je ne me rends pas compte qu'il est mal aimé du public français aussi. Donc, ça en joue aussi parce que tout le monde était comme. Tout le monde voulait le voir perdre en fait ce jour-là. Et donc, tout le monde était encore plus content que ce soit un Français qui le batte. Et après, je finis le match et voilà, c'est la folie parce que je me disais, pendant ce match-là, j'ai toujours voulu faire un gros coup à Roland-Garros. Et là, je voyais que j'avais une opportunité. Et quand on était au 5e, 5-5, 6-6, 7-7, je me disais, c'est génial. Mais je me disais, dans ma tête, c'est génial que tu en sois là. Mais ce match-là, il va falloir que tu le gagnes parce que si tu le perds, ça va pas le faire. Je me disais, ce match-là, c'est génial, mais il faut le gagner. Et donc, au final, heureusement, ça me sourit, je le gagne. Et voilà, ça me fait un super souvenir. Ouais. Et t'arrives à penser parfois à cette ambiance de dingue? À la retrouver? Non, d'y repenser, à te dire, putain, c'était quand même magique. À repenser aux gens qui t'encouragent, à la holla peut-être, à des trucs de fou, quoi. Ouais, j'ai des souvenirs, mais après, la seule chose, c'est qu'honnêtement, il faudrait que je regarde le match en entier, tu vois. Il faudrait que je regarde le truc. Et je pourrais le faire, là, en même temps, en ce moment, j'ai le temps, donc je pourrais le regarder, tu vois, pour me remettre un peu dans le contexte. C'est ce qui est génial, ouais, bien sûr. Mais après, c'est en vraiment revoyant les séquences et en me remettant dans le match que je vais retrouver des sensations. Ouais. Mais honnêtement, j'ai pas regardé depuis. Ça fait un bail. Hein. J'ai regardé peut-être. Je sais pas. J'ai regardé des passages parce qu'en fait, j'ai un de mes amis qui m'avait dit, tu vas voir, il y a un truc de dingue qui s'est passé et il a raison. C'est qu'en fait, il y a un truc qui l'a dérangé Burdish sur ce match, c'est qu'ils ont nettoyé le terrain à la fin du 2e set et il s'est pris la tête en fait avec un endroit qui était trop arrosé. Ok. Il y a une zone, tu vois, près de la zone de service où ça faisait une espèce de un petit cercle qui faisait un peu un petit peu de boue. C'était un petit peu boueux. Et ça lui a pris la tête. Et il a dû se fixer là-dessus. Et c'est pour ça qu'il est parti un peu en sucette avec sa concentration. C'est que ça l'a énervé. Et donc, en gros, ça m'a permis de prendre le 3e set. Et à partir du moment où moi, j'ai commencé à mettre mon jeu en place, après, lui, il était moins serein. Et donc, ça a été assez marrant. Et c'était assez marrant de le regarder, voir ces moments-là où tu le vois et il se prend la tête avec ça. Il regarde l'arbitre, il fait mais c'est quoi ce truc? L'arbitre dit rien du tout. Et bref, ça lui a pris la tête. Ça tient pas à grand-chose. 2012-2013, tu joues essentiellement sur le circuit secondaire du coup. Tu fais un peu le yo-yo. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 années-là? En quelle année? 2012-2013. 2011. 2011, en fait, je joue très bien jusqu'à. En fait, c'est dommage parce que cette année-là, honnêtement, je jouais très très bien et j'ai fait une super saison de terre parce que j'avais un peu peur après Roland-Garros de retomber, de me dire voilà, t'as vécu un gros truc et derrière, est-ce que tu vas arriver à te motiver? Et en fait, j'ai eu une motivation de dingue. C'est-à-dire qu'après Roland-Garros, j'ai gagné et ça m'a fait du bien. Je me suis fait un tournoi à Carpentras. J'ai fait un tournoi tennis pro CNGT et je l'ai gagné. Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que je jouais chaque point comme un mort de faim. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai vu que ma motivation était intacte. Donc, c'était vraiment génial. Mais après Roland, à Carpentras, c'est quand même fou. Ouais, mais bon, j'avais des engagements, j'avais prévu d'aller jouer là. Et bon, après, c'est vrai que les organisateurs étaient très, 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 très contents parce que voilà, ils bénéficiaient un petit peu de tout ça, de cette histoire-là, de mon match contre Burdish, tout ça. Et bref, que je gagne le tournoi, ils étaient vraiment très, très contents. Et donc, ouais, c'était super. Et en même temps, moi, j'étais vraiment très content de faire ce tournoi aussi. Hein. J'ai découvert un endroit que je ne connaissais pas, des gens. Vraiment, et donc derrière ce tournoi, je l'ai refait 4 fois, j'ai gagné 3 fois. Donc, ça a été vraiment une super expérience. Et un CNGT, à titre d'info, c'est quoi le gain pour le vainqueur? Alors, le gain, c'était pas énorme. Là, je crois qu'il y avait 1 000 € pour le vainqueur, je crois. D'accord. 1 000 €, en fait, les joueurs sont payés pour venir. Donc, les joueurs ont des garanties pour venir. Ouais. Mais le prize money du tournoi, il n'est pas énorme. Hein. En gros, ça varie souvent entre 1 000 et 2 000 €. D'accord. Et donc, derrière, je vais à Wimbledon. Et donc là, je m'étais dit, j'aimerais bien réaliser ce truc de dingue, de me qualifier encore une fois sur un grand chelem. Après avoir fait Australian et Roland Garros, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire Wimbledon. Seulement Wimbledon, j'arrive. Je joue, je ne sais plus contre qui je joue, mais je joue un gars qui joue très très bien. Ouais, si, je joue Dancevic. Je joue Dancevic qui est très très bon sur terre, qui est très bon sur gazon. Et donc, je me fais cueillir. Et là, je prends un petit coup sur la tête parce que mon rêve, il s'arrête là. Finalement, et j'arrive à me qualifier en double en étant lucky loser. On est repêché et finalement, je me retrouve quand même à aller à Wimbledon. Donc, je suis content d'y retourner parce que j'aime bien aller tous les ans, aller faire un petit tour sur le site principal qui est quand même magnifique. Et derrière, avec qui tu saison... Comment ? Avec qui tu joues le double ? Je joue avec un de mes amis, un joueur italien, Alessandro Motti. Ok. Et vous faites quoi ? Et après, on perd au premier tour. On joue contre Marc Lopez et Marrero. On joue une grosse équipe, mais encore que sur le gazon, c'était jouable. Hein. On perd en 2-7 serrés. Et donc, moi, derrière, je repars sur terre battue et je fais un super été où j'ai des bonnes victoires. Mais je me blesse sur une chute au mois d'août. Et là, ça me coupe complètement dans mon élan. Parce que j'étais vraiment très, très bien. Et là, ça me coupe dans mon élan. Et au final, je finis la saison sans avoir la même énergie. Et globalement, je commence à douter. Et donc là, je fais une mauvaise fin de saison 2011. Et ma saison 2012, elle démarre un petit peu avec le même état d'esprit où je suis pas dedans. Et j'ai encore une grosse période de doute là qui arrive là en 2012 où je fais rien du tout. Et je tombe au classement, hein, je crois, je sais plus, je redescends 260 ou 270 peut-être, je sais plus trop. Et à ce moment-là, j'essaie de se souvenir d'ailleurs où c'est que je vais me relancer un petit peu, mais toi, j'ai du mal je dois me relancer en fin de saison à mon avis. Je suis toujours sans coach. À partir de 2013, alors 2013, après la nouveauté, c'est que là, je vais toujours faire ma préparation hivernale avec l'Académie Mouratoglou au mois de décembre. Ça a été un fil rouge, hein, 2010, 2011, 2012, 2013. Je l'ai fait. Et à partir de 2013, j'intègre une fondation en Belgique avec Daniel Meyers. Et donc là, ça va me permettre d'aller m'entraîner aussi dans de bonnes conditions en Belgique. On faisait quelques semaines d'entraînement par-ci, par-là. Et ça a été assez intéressant. Ça m'a permis de me relancer aussi. La fondation, c'est venu d'où ? C'est lui en fait qui était sur les tournois et qui m'a rencontré au Challenger de Saint-Brieuc. Et on a discuté un peu. Et après, il m'a dit écoute, viens si tu veux, viens faire un essai avec nous en Belgique. On s'entraîne pour le début de la saison de terre battue. Viens avec nous. Donc, je suis allé avec eux. On s'est entraîné et moi, ça m'a plu. Donc, j'ai dit ok, maintenant, de temps en temps, on ira s'entraîner. On pourra s'entraîner comme ça. C'est super. Et donc, en cette année 2013, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait la deuxième partie de ce que j'avais commencé en 2011, c'est-à-dire me qualifier à Wimbledon et à l'US Open. Donc, Roland Garros 2013, je perds au dernier tour des qualifs. Je perds contre Vesely, je me fais écrabouiller, injouable. Mais Wimbledon, je me qualifie. Donc là, pareil, grand moment. Je me qualifie. Et je crois que je me rappelle plus trop, mais je me demande si je gagne pas en 5-7 au dernier tour. Oui, si, je gagne en 5-7. Voilà, ça, je gagne en 5-7 contre un joueur qu'on ne connaît pas, qui sort de nulle part et qui n'a pas beaucoup joué, en fait. Qui a joué le tournoi de sa vie, je pense, quasiment. J'étais mené et je ne pouvais rien faire. J'étais mené 2-7-1 et j'étais là en train d'abdiquer parce que j'étais injouable. Et je crois que l'autre, à un moment où il s'est vu gagner, il a complètement
Il a complètement disparu. Et donc là, je me qualifie à Wimbledon et là, je suis comme un dingue et je passe un tour. Ensuite, l'été, je fais un été solide et j'arrive à l'US Open et pareil, à l'US Open, je me qualifie. Wimbledon, tu perds contre Benoît Paire, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Je me qualifie, je passe un tour, je bats Alejandro Falla, le Colombien, Ouais. et je perds contre Benoît Paire au deuxième tour. Ouais. Open, je me qualifie et je perds contre Gasquet au deuxième tour. Et quel est ton regard sur un Benoît Paire qui est pas un foudre de l'entraînement, mais qui exploite quand même plutôt bien son potentiel, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. Ah bah non, mais lui, c'est. Bah voilà, lui, on peut dire un petit peu que c'est comme un génie, ce mec. Hein, il a un talent incroyable. Quand on voit, quand on revoit les coups qu'il est capable de faire, quand il met ses meilleurs coups, ses coups les plus spectaculaires, c'est extraordinaire. C'est fabuleux de voir un joueur pareil. Maintenant, la difficulté pour lui et la peur qu'il doit avoir, c'est finalement de se dire est-ce que j'essaye de m'entraîner plus sérieusement, mais en se faisant un petit peu peur, parce qu'il a besoin d'avoir du plaisir, il a besoin d'entretenir sa motivation. Et je pense que le fait de s'entraîner, pour lui, ça doit être dur parce que ça doit casser sa motivation. Et donc, il doit, lui, voilà, c'est son truc, c'est la compétition. Hein. Et bon, moi, je connais ça puisque c'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. J'étais un compétiteur aussi. ouais. Et donc, lui la chance qu'il a, c'est qu'il est capable d'être compétiteur en étant 20e mondial. Donc là, c'est quand même exceptionnel de pouvoir faire ça. Maintenant, on peut toujours se dire, ah ouais, mais bon, s'il s'entraînait plus sérieusement, ah, mais on n'en sait rien. Si ça se trouve, s'il s'entraîne sérieusement, ça le met dans le trou et il s'en sort pas. Et donc, quand tu le joues, tu te trouves loin ou tu fais quelle partie contre lui? Contre lui, c'était un petit peu compliqué cette fois-là parce que moi, je l'avais battu 2 ans plus tôt. Quand je gagne mon Challenger Ostrava, je le bats en demi-finale. Il allait rentrer en top 100. Bon, il était moins fort. Mais quand je l'ai joué, en fait, c'était assez surprenant ce qu'il faisait parce que j'avais l'impression qu'il ne jouait pas du tout mes jeux de service. Il faisait n'importe quoi. Et d'un seul coup, à la fin du set, boum, il se mettait à jouer et il m'a pris comme ça les 3 sets. Ça a fait 6-4, 7-5, 6-4. Et à chaque fois, je suis à 4-4, 5-5. Je gagne mes jeux assez facilement. Et d'un seul coup, il se met à me faire 3-4 tours de folie. Et je me fais cueillir à chaque fois. Et c'était très, très déstabilisant parce que très, très compliqué à jouer. Et contre Richard à l'US, comment tu te sens? Alors, contre Richard à l'US, là, je fais un super match. Je le bouscule vraiment. Je mène, je le break plusieurs fois. Hein, donc, je crois que je mène. Il y a un set au moins où j'ai mené 4-1. Je perds, pareil, c'est à peu près le même score. Je fais un 6-7-5, 6-4, 6-3, un truc comme ça. Mais je suis devant au premier, je suis devant au deuxième. Mais je n'arrive pas à tenir parce que il est exigeant aussi. Hein, il nous pousse quand même à la faute. Et donc, mais bon, globalement, je suis content parce que je joue mon match et autant parfois ça m'arrive de déjouer parce que je regarde un peu l'adversaire que là, voilà, j'ai joué mon match à fond. Et globalement, je suis satisfait de ce que je fais. Ok. Ce qui nous emmène progressivement à 2014, où là, 2014, tu sors encore de ta poche un exploit dont tu as le secret. Ton premier 8e au Grand Chelem, à l'Open d'Australie, en étant lucky loser, repêché. Monstrueux, c'est incroyable, ça sort de nulle part. Ouais. Alors attends, j'essaie de me rappeler quelque chose. 2014, parce qu'avant, j'essaie de savoir ce que j'ai fait avant d'aller à l'Open d'Australie. T'as fait la préparation à Maurice ou t'as changé tes habitudes? Non, j'ai fait la préparation à Maurice. D'ailleurs, la préparation, tu la payes, j'imagine, non? Ouais, je la paye, ouais. On la paye, mais bon, après, on était avec l'académie qui faisait un prix spécial pour aller s'entraîner. Hein, donc, c'était pas. Parce qu'on avait des conditions exceptionnelles. On restait quand même dans un hôtel 5 étoiles avec tout pris en charge sur place. Donc, c'était vraiment des conditions d'entraînement top. Et on nous faisait un prix parce que une journée dans un hôtel comme ça, c'est 300 € minimum. Donc là, à y rester 15 jours, avec le billet d'avion et tout, ça fait du 6-7 000 €. Donc ça fait quand même assez cher. Et là, nous, ils nous faisaient des prix vraiment abordables, donc ça nous coûtait pas trop cher. Donc c'était vraiment super. Ouais. Il n'y a pas un moment juste après. Là, on arrive en 2014, mais voilà, tu as quelques années au compteur, tu as déjà 13 années depuis le démarrage de ta carrière. Il n'y a pas un moment où tu te dis, tiens, j'ai envie de construire une famille, de faire les fêtes tranquille, au chaud à la maison, d'une femme, des enfants, tout ça, non, c'est pas trop. Non, moi, je n'ai pas ça trop à l'esprit, honnêtement. Hein. En gros, moi, dans ma tête, je suis à bloc sur mon tennis. Donc, je fais des choix. C'est-à-dire que je pourrais me dire.
je veux fonder une famille, je voudrais fêter les fêtes de fin d'année avec la famille, tout ça. Mais dans ma tête, je me dis non, je suis à bloc sur mon tennis et là, de ce côté-là, je suis très égoïste hein, parce que je me dis voilà, c'est tout pour moi là. Je fais ma préparation et je pense qu'à moi. C'est ce que tu ressens, tu te briques non, pas. Carrément, ah oui, non, c'est clair. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de ça et je le fais. Voilà, t'as bien raison. Et donc 2014, ouais, j'arrive sur le tournoi et je sais plus trop où je suis allé jouer. Ah non, voilà, si je me rappelle très bien. Voilà, il y a une chose qui a été importante pour moi cette année-là, c'est que j'ai dit ok, tu as joué assez de challenger dans ta vie, maintenant tu vas jouer sur le grand circuit. Ok. Parce que là, globalement, je faisais le yo-yo, j'allais jouer des gros tournois un petit peu, mais pas beaucoup. Et je jouais beaucoup en challenger. Donc là, j'ai dit maintenant, c'est fini. J'ai joué sur le grand circuit en 2010, mais entre 11, 12, 13, j'ai fait que les grands chelems, très peu de ATP 250 à ATP 500. Cette année, maintenant, j'y vais à fond et je prends la décision. Donc, je commence Brisbane. Je fais Brisbane-Sydney avant d'aller jouer à l'Open d'Australie. Et en fait, j'ai pas de chance. Premier tournoi, je vais à Sydney et j'avais des problèmes de raquettes. Pas à Sydney, je vais à Brisbane et je joue un set avec une raquette, un set avec une autre. Je prends 6-2, 6-2 au premier tour des qualifs et je suis complètement à côté de mes pompes. Et là, je me dis, écoute, on va régler le premier problème. La raquette, maintenant, tu as compris, c'est tu prends ton ancienne raquette parce que la nouvelle, tu n'arrives pas à jouer avec. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Après, je vais à Sydney. Bon, Sydney, c'est un tournoi un petit peu bâtard pour un joueur qui va jouer les qualifs de l'Open d'Australie parce que si jamais je passe trop de tours, je suis coincé. Donc j'arrive à gagner un premier match. Et d'ailleurs, ça me fait du bien qu'on reparle de ça parce que ça me fait penser à une scène incroyable que j'ai vécue et j'avais oublié celle-là, tu vois. On est friand de ce genre d'anecdotes, bien évidemment. Ouais. Bah non, mais globalement, mais je sais pas si on en parlera plus tard ou pas, ou si tu veux que j'en parle tout de suite. Mais c'est que, en fait, je joue mon match contre Rick DeVos au premier tour des qualifs et je suis mené 4-2 au premier set. Et là, on arrête le match. Le match est arrêté parce qu'il y a une ramasseuse de balles qui est au filet et qui s'est tordu le genou. Mais le truc, c'est que quand tu vois le genou de la fille, là, ça fait peur. C'est-à-dire que le genou, il est complètement à l'envers. Et là, moi, quand je vois ça, là, tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. Parce que c'est un truc, c'est très, très dur de voir ça, tu vois. Irréel. La ramasseuse de balles, je vais lui parler, elle avait 14-15 ans. Mais je lui dis, ça va et tout. Elle me dit, non, ça me fait pas mal. Et en fait, elle s'était déjà déboîté le genou comme ça, je sais pas, il y a 2-3 mois avant. Et en fait, elle était hyper laxe. Elle devait être hyper laxe. Et sur un faux mouvement, elle a dû avoir un mouvement à la cheville et paf, le genou est parti. Et donc, on a attendu 3 quarts d'heure. Le temps, en fait, personne ne pouvait la déplacer, la fille. Donc, il a fallu que les secours viennent la chercher en civière. Donc, elle est restée là. Et on a attendu un quart d'heure qu'il y ait les secours qui arrivent. L'arbitre nous a même dit de rentrer au vestiaire. Donc, on est retourné au vestiaire pendant 45 minutes. Le temps, parce qu'ils l'ont manipulé après sur place pour la remettre et tout ça. Donc, ça a pris du temps. Et en revenant, le match, il a complètement tourné pour moi. Donc, ça a été incroyable parce que j'étais mené 4-2, balle de 5-2 et j'ai gagné 7-5, 6-2 derrière. Et je me suis dit, est-ce que mon adversaire a été touché ? Bref, j'en sais rien, mais bon. Et c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. Et derrière, j'ai été obligé de jouer. Je jouais contre Ryan Harrison, mais j'ai joué tranquille parce que je voulais jouer les qualifs et je me suis dit, si jamais il pleut, je peux pas me permettre de rater les qualifs de l'Open d'Australie, c'est mon objectif. Donc j'ai joué un match d'entraînement avec Harrison. Il s'est rendu compte que je tentais un petit peu trop d'amortir et trop, que je faisais un peu trop de service volé. Mais bon, moi, dans ma tête, c'était vraiment l'Open d'Australie. Et j'ai eu raison d'ailleurs, parce que j'ai bien joué derrière. Donc, et donc, je suis arrivé à l'Open d'Australie. Voilà, j'ai franchi tous mes tours de qualif. Enfin, non, j'ai pas franchi tous mes tours de qualif. Je perds au dernier tour des qualifs. Je mène 4-1 contre Michael Berrer. J'ai été en train de jouer un match de folie. Et d'un seul coup, je me suis complètement déréglé. En fait, j'ai pas compris pourquoi, mais il servait que des premières et je retournais incroyable tout le début de match. Et d'un seul coup, il se met à rater plus de premières, à faire que des deuxièmes et j'arrive plus à retourner. Et le match tourne complètement. Je menais 4-1 balle de 5-1, je perds 7-5, 6-1. Et là, j'étais un petit peu dégoûté parce que ce mec-là, je n'arrivais pas à le battre. Ça faisait 3 fois qu'il me battait et j'ai dit, mais je n'arriverai jamais à trouver la solution contre lui. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé, j'ai jamais rejoué et j'ai jamais battu. Bref. T'étais tête de série 1 des qualifs, non ? J'étais tête de série 3 ou 4, je pense. D'accord. Et donc, au final,
à la fin, je finis deuxième lucky loser. Et donc, il y a un premier lucky loser qui est repêché. Et ensuite, voilà, c'est là que ça se passe. Je suis dans le club. Je suis au club. Et là, il y a le juge arbitre qui vient me voir. Il me fait, écoute, tu joues dans 15 minutes. Et moi, je crois que ce jour-là, j'avais dû quand même aller m'entraîner le matin. J'avais dû taper la balle, je pense. Mais j'en suis même pas sûr. Mais je crois que si. J'avais dû aller m'échauffer avec un autre joueur. Et je me retrouve à aller sur le terrain. Et c'était une année où il faisait une chaleur de dingue. Et je commence mon match. Et là, je me retrouve un petit peu sur le terrain et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je suis mené 5-2 au premier set. Et finalement, après, moi, d'un seul coup, je me réveille un peu, je commence à recoller. Et d'un seul coup, après, je gagne 7-6, 6-3, 6-0. En fait, mon adversaire n'était pas bien du tout. Parce qu'il était un peu malade. Et avec la chaleur, il était fiévreux, il se sentait vraiment pas bien. Et donc, à la fin, il a complètement coulé. Donc, bon, heureusement que j'ai gagné le premier set parce qu'après, lui, ça lui a mis un coup sur la tête. Et puis, à la fin, il n'y a plus personne. Donc, je me suis retrouvé au deuxième tour. Et au deuxième tour, je fais un match de dingue. Parce qu'il fait une chaleur encore des conditions de jeu assez folles. Grosse chaleur. Et là, c'est la première fois qu'ils suspendent les matchs. Ok. Et moi, je fais pas trop le malin parce que je sais que physiquement, je suis un petit peu en difficulté. Et heureusement, je gagne le premier set au tie-break 7-6. Et là, ils arrêtent le match. Ils arrêtent le match et on s'arrête pendant 2 heures. On revient plus tard vers 16 heures quand il fait moins chaud. On revient, on rejoue 2 sets et demi et on s'arrête à nouveau. Donc là, je gagne le deuxième set, je perds le troisième et je mène 3-1 au quatrième. Et là, les organisateurs, ils me disent on arrête le match parce qu'il va pleuvoir. Et là, je dis attendez les gars, c'est quoi cette histoire-là? C'est jamais vu ça. Il va pleuvoir et on s'arrête avant de jouer, avant que ça pleuve. Ouais. Mais bon, on voyait au loin, on voyait des éclairs de dingue. On voyait des éclairs, j'ai vu les éclairs au large là, c'était impressionnant. J'avais jamais vu ça. Et donc, toi, tu voulais terminer. Moi, je voulais terminer. Je me disais, attends, la 3-1, je veux continuer sur ma lancée. En plus, sur le chemin du retour au vestiaire, mon adversaire, il me dit, allez, on retourne, vas-y, on en a pour 5 minutes. Et là, l'autre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il me fait du bluff, cet enfoiré là. Parce qu'en plus, je le connaissais bien. C'était un Polonais, Pichniewski, Michal, que je connaissais bien et je sais que c'est un fou, lui. Et je me dis, attends, lui, il se fout de moi là, il fait exprès pour me déstabiliser ou pas? Et bon, quand on est retourné sur le terrain après la pluie, parce qu'il a plu vraiment, mais très très fort pendant une demi-heure, et puis après c'est calmé, on est revenu finir très tard avec les lumières, et finalement j'ai gagné 6-2 au quatrième, et donc je me retrouvais au troisième tour. Donc là déjà c'était quelque chose de nouveau pour moi, parce que j'étais jamais allé au troisième tour d'un grand chelem, et je me retrouve à jouer à un autre lucky loser. Incroyable. Le truc que je sais, c'est que lui, je joue contre Klizan et Klizan cette année-là je savais qu'il n'était pas en confiance du tout. Il était 120e mondial et je savais qu'il n'était pas au top, mais en qualif il avait réussi à s'en sortir et dans le tableau il avait une chance de dingue. Il avait joué un joueur blessé, il avait battu Isner qui avait abandonné après un set, et au deuxième tour il avait battu un qualifié. Mais le qualifié pour lui c'était aussi énorme de se retrouver au deuxième tour. C'est la première fois qu'il se qualifiait en grand chelem, et donc il était là qualifié troisième tour et il s'est mis à déjouer le gars. Ouais. Et donc, on se retrouvait à 2 lucky losers au troisième tour, mais je savais que lui n'était pas au mieux du tout. Moi, je savais que j'étais mal physiquement parce que j'avais pas fait une grosse préparation. J'étais un peu blessé sur la fin d'année 2013 et je n'avais pas fait une grosse préparation. Et donc, je me disais, allez, il faut que j'en profite. Il n'est pas au top. Il va falloir que j'essaie de faire le match le plus court possible parce que s'il fait encore chaud comme les jours précédents, ça va être dur pour moi. Et là, le match de rêve, je gagne premier set 6-0. On joue 20 minutes. Il fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Donc, moi, je joue assez solide. Je joue pas incroyable, mais je mets la balle dedans, je tiens, je suis solide. Bref, je joue juste. Après, au deuxième, troisième set, il se met à mieux jouer, mais je le garde sous contrôle et je gagne 7-6, 6-3 ou 6-4. Et donc, au final, on a joué 1h30 à peu près. Et moi, c'était exactement ce que j'avais dans les chaussures pour tenir sous cette chaleur. Et donc là, je me retrouve en 8e de finale. Bon, après, c'est incroyable. Je me retrouve dans les vestiaires avec mon nom, Stéphane Robert, j'étais 125 ou 130e mondial. Avec quasiment que des têtes de série quasiment. Donc là, ça m'a fait marrer d'arriver dans le vestiaire. Je dis bon les gars, ils vont me regarder de travers, ils vont se marrer. Parce que là, je me dis vraiment que j'ai rien à faire là. Comment tu prépares ton match contre Murray? Contre Murray, après je continue sur ma lancée. Je m'affole pas plus que ça. Je me dis que je vais jouer ma chance à fond. Après, T'as un plan de jeu sur le court? Ouais, je me dis que je vais essayer de continuer à jouer mon jeu en étant solide.
un petit peu ce que j'ai fait sur mes derniers matchs. J'ai quand même, même si j'ai pas battu des joueurs trop forts, j'ai battu 2 joueurs qui sont à peu près aux alentours de 100 et je bats le Polonais qui est 65e. Donc je sais que j'ai un niveau de jeu qui est quand même qui est là. Maintenant, de là à venir bousculer un joueur, je sais pas combien il était à ce moment-là, c'était 4 ou. Je pense pas qu'il était 4, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il était 7 ou 8. Parce qu'il avait été un peu blessé en fin de saison. Il n'avait pas pu beaucoup jouer, mais je crois qu'il était 7. Et donc, je pars un peu dans l'inconnu. Je pars aussi jouer sur un grand court. Donc ça, c'est un petit peu nouveau pour moi. Et en fait, c'était la chose la plus difficile à gérer. Ça, plus le fait que en fait, je me suis retrouvé à jouer contre Murray, qui était une vraie muraille. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas grand-chose, mais j'arrivais pas à gagner un point facilement. Et donc, je me suis retrouvé mené 6-1, 6-2, et en étant déjà complètement physiquement, mais dans le rouge. Parce que lui, il me faisait jouer, et moi, je sentais que j'avais aucune solution. Ouais. Et après, il y a aussi le fait de jouer sur un grand court. J'avais un petit peu de mal à me libérer, de jouer vraiment, de tenter des choses. Et au final, il y a 5-3 balles de match pour lui. Et là, un petit peu dos au mur, c'est moi qui profite un petit peu de son hésitation à finir. Et d'un seul coup, je me mets à lâcher un peu plus les chevaux. Et d'un seul coup, le match, il tourne. J'arrive à le pousser jusqu'au tie-break. Et là, au tie-break, je tente vraiment ma chance. C'est-à-dire que je bouscule, je fais, je rejoue un petit peu plus mon jeu vraiment d'attaque où je me pose pas de questions. Et là, je lui prends le 7. Et là, le 7, ça le met dans un état d'énervement parce qu'il se dit, mais comment j'ai pu laisser passer ma chance? Et la chose que je ne savais pas, c'est qu'il commençait à cramper, lui. Par contre, moi, la chose que je savais, c'est que moi aussi, je commençais à cramper. Donc, au final, j'ai rien vu parce que moi, j'étais tellement concentré sur moi que je n'ai pas vu. Si j'avais vu qu'il crampait, j'aurais peut-être commencé à jouer un petit peu différemment. Mais le problème, c'est que globalement, j'étais tellement sur la défensive, moi, à essayer de finir, à faire bonne figure et pas abandonner sur crampe ou quoi que ce soit, que finalement, je n'ai pas fait grand-chose et j'ai pris 6-1 ou 6-2 au quatrième, j'ai pris 6-2. Donc c'est dommage parce que si j'avais été mieux, malheureusement, j'avais été un peu blessé en fin de saison et j'étais en difficulté. Maintenant, ça me revient. Ouais, je me rappelle, j'ai été blessé au dos en fin de saison. J'étais allé jouer à Melbourne, un challenger au mois à mi-octobre pour essayer d'aller arracher le top 100. Et au final, je me suis retrouvé à pas pouvoir jouer. En fait, j'étais resté bloqué à la 130e place mondiale, 125. C'était où en octobre? En fait, je me suis blessé en Ouzbékistan à Tashkent sur le challenger. Et ensuite, je suis allé jouer un challenger. Ils ont fait une année, ils ont mis un challenger à Melbourne sur les lieux du tournoi. Ok. Et donc, je suis allé là en espérant que mon dos s'améliore, mais mon dos s'est pas amélioré du tout. La situation était la même. Donc, j'ai joué un match que j'ai fini. J'ai perdu en 3-7 ou j'ai abandonné à la fin. Je sais plus trop. Je crois mais j'ai dû finir le match, je crois. Mais j'avais mal au dos, donc je devais jouer un autre challenger. J'ai arrêté et ma saison s'est arrêtée là. Et donc, voilà. Donc, je suis revenu et donc j'avais pas pu me préparer. Donc, physiquement, je savais que j'étais pas au top. Donc, globalement. Le miracle, c'était quand même d'avoir fait 8e de finale en sachant que j'étais pas au top du top de ma forme physique et en sachant que j'ai bénéficié d'un concours de circonstances, un joueur qui était un peu malade, ensuite le match arrêté en plein cagnard alors que si on continuait, moi j'allais couler. Après un joueur qui était un petit peu hors de forme et qui m'a permis de gagner assez facilement. Voilà. Après quand j'ai joué contre Andy Murray, 6-1, 6-2, je sentais que j'avais aucune chance et puis surtout physiquement, je voyais que là c'était le premier joueur qui était pas gêné par ma vitesse de balle. Et qui faisait ce qu'il voulait, donc j'avais aucune arme pour le déstabiliser, si ce n'est que à un moment il s'est un petit peu déstabilisé et il m'a laissé un petit peu me relancer, mais encore une fois après c'est ma décision aussi, j'ai dit il y a un moment où ça suffit, tu vas commencer à te lâcher un peu plus parce que là tu vas prendre 1, 2 et 3 et t'es un peu ridicule, essaye de te bouger un peu. Merci jeune légende d'avoir écouté cette première partie avec Steph jusqu'au bout, et viens me dire en commentaire ce que tu penses de son parcours et de son récit, ça fait toujours hyper plaisir d'avoir ton retour. Pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un like sur YouTube, à t'abonner au compte et à transférer l'épisode à une personne que ça peut inspirer. Le bouche à oreille nous aide comme jamais à faire grandir le podcast. Tu peux aussi faire une story Instagram pour faire connaître notre travail aux gens qui te suivent, on te repostera. On a sorti notre 3e masterclass d'1 heure avec Jean-Philippe Vaillant qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un court, en match et dans les mauvais jours. Ce nouveau cours se divise en 8 parties. On a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un court de tennis, en fonction de ta personnalité. À l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient. Jean-Philippe nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le bon état d'esprit, donc celui d'un joueur dit en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état second de pilotage automatique où tout déroule,
Notre expert mental nous donne des rituels puissants d'avant-match qui marchent pour avoir confiance, ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est un nouveau cours passionnant auquel vous avez accès au format audio et vidéo, et je vous ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour vous abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous. Et si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Et si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu as donc les 4 secrets de statisticien avec Fabs Barreau, qui travaille pour Gilles Servara, coach de Daniil Leutsar. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat, en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. J'espère que le hors-série sur le tournoi Challenger de l'Open de Vendée t'a plu. Viens me faire un retour sur ce genre de contenu, je suis hyper curieux de savoir ce que t'en penses. Sache que tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Je suis full-time sur le podcast depuis plus d'1 an, et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière, voilà, en mettant une pierre à son édifice. Tu peux le faire à hauteur de 2 €, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Tous les liens sont juste en dessous en description. Et si tu as une idée de projet, de questions à poser à nos invités ou autres, viens m'en faire part sur LinkedIn. Tu peux m'ajouter à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max Emia, E-E-T-M-I-A, M-I-A. Je réponds évidemment avec grand plaisir à tous vos messages. C'est tout pour aujourd'hui les légendes, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.